Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Les Rendez-vous de Pharos proposée par la Bibliothèque d'Alexandrie. Nous sommes... Alors, j'ai le retour de l'émission en live, quelle horreur. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc, l'émission de ce soir aura pour thème cinéma, sciences et séries, puisque la fiction met en scène des scientifiques de tout type. Elle se nourrit des travaux des scientifiques, de la recherche. Et donc, on va parler de cette relation complexe entre la science et la fiction avec différents invités que je vais vous présenter tout de suite. Nous avons Nico et Arthur de la chaîne Tentative, qui est une chaîne de Bonsoir. vulgarisation scientifique qui Bonsoir. parle de films et de fiction. Et donc, alors Nico et Arthur, présentez-vous en quelques mots. Présenter du coup tentative ou nous présenter nous? Et l'émission, et vous? Alors déjà on va commencer du coup par l'émission. Donc Tentative c'est une chaîne de vulgarisation comme tu l'as dit Mendax, avec notamment une émission de vulgarisation de critiques scientifiques à partir des films de science-fiction et pas uniquement des films de science-fiction. Oui. Et les gens qu'il y a derrière, donc Nico et Arthur, qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis Arthur, donc je fais un master dans la médiation des sciences se situe à Bordeaux. Et c'est avant d'entrer dans le master en travaillant à Cap Science sur l'exposition T-Rex Secret Dinosaure que j'ai rencontré Nicolas afin de faire cette émission donc sur tentative sur les films de science-fiction et autres. Donc Et Nicolas, c'est Nico. Exact. voilà, Nicolas c'est Nico, Quelle effectivement, perspicacité. et du coup C'est c'est moi. super efficace. Voilà, effectivement. Et du coup, voilà, donc du coup, Nico, c'est moi. J'ai un master de planétologie que j'ai passé à Saint-Quentin en Yvelines, donc du côté de Paris. Et je suis descendu sur Bordeaux pour pouvoir travailler en tant que médiateur scientifique à Cap Science également, où là, j'occupe un poste du coup d'animateur sur l'exposition Odyssée qui parle de l'aventure spatiale. Et Nicolas, c'est toi qui es à l'origine du projet tentative. Oui, totalement, mais bon, ça, c'était pas. Oui. Alors juste retenons ce mot, planétologie. C'est trop swag. Ouais, c'est carrément énorme. Alors comme autre invité, nous avons Sylvain de la chaîne de Matrope. Donc je vais te laisser. Loïc, merci. Mais j'ai écrit Sylvain, du coup en fait c'est Loïc. Sylvain est également On là est parce que deux, c'est lui normalement. Deux. qui a un peu chapeauté l'émission de ce soir. Donc merci Sylvain, si tu nous écoutes, je sais que tu es là. Et donc Loïc, par contre, toi tu vas intervenir ce soir. Donc je te laisse la parole. Oui, donc c'est Loïc de la chaîne Tomatrop. Effectivement, on est deux en fait à avoir créé cette chaîne. C'est une chaîne consacrée au cinéma. On aime beaucoup la science-fiction et moi personnellement, suis très intéressé par la science depuis quelques années maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un thème qui m'intéresse. En plus, c'est moi qui ai lancé l'idée du thème. Donc toi, Voilà. derrière cette chaîne, toi Loïc, est-ce que tu as une expertise dans le domaine particulier ou en lien avec Euh, la science ou avec le cinéma et les séries? En fait, moi, je suis vraiment passionné de plusieurs choses et le cinéma depuis très longtemps. J'ai un petit peu étudié le cinéma à la fac, mais c'était surtout D'accord. l'histoire du cinéma et la sémiologie en fait. Et, Cool. c'est pour ça que dans notre émission, sur notre chaîne, par contre, une de nos émissions principales est Un plan, un film, où là, c'est vraiment de la sémiologie, quoi, analyse de l'image, analyse du sens caché des choses, etc. D'accord, donc les gens Voilà. qui nous écoutent iront voir ça. On a également avec nous Yuan from Outer Space, de la chaîne du même nom, Bonsoir. qui lui s'intéresse donc au cinéma et qui est dans la vie scientifique en plus. Alors, vas-y, parle-nous un petit peu du principe de ton émission en deux mots. Le principe de mon émission, à part être arrêté depuis 4 mois, Oui, ça euh, arrive. non, je parle donc de cinéma avec une grosse tendance au nanar, donc qui est Ouais. malheureusement un thème enfin un genre qui a beaucoup porté sur le cinéma fantastique, etc. Donc ça m'a donné l'occasion de voir quelques trucs hallucinants et à part ça, du coup, dans la vie de tous les jours, j'ai une formation scientifique. Plutôt de la physique. Donc ça me permet d'être un petit peu sensible à certaines choses. Peut-être trop sensible, on verra ça après. Et tu n'es pas planétologue. Alors Non, je ne suis pas planétologue. c'est quand même beaucoup moins swag. Voilà pour ceux qui vont intervenir. On a également Gull qui s'occupe de la régie et de tout l'appareil visuel de l'émission de ce soir. Gull qui a un blog qui s'appelle Hacking Social, qui a la chaîne Horizon Gull. Alors, il va pas intervenir ce soir, mais je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'il fait. C'est intéressant sur tout ce qui est Non, c'est pas intéressant, sociologie. c'est génial, tu peux le dire. C'est une des chaînes les plus géniales de YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi, en deux mots, je me présente donc Hassan Mandax de la chaîne La Tronche en Biais et du blog La Menace Terroriste. On s'intéresse au biais cognitif et pourquoi est-ce que les gens ont tendance à croire des choses qui ne sont pas totalement vraies, voire parfois totalement stupides.
Et avec mon collègue Tapas, voilà, on a cette émission. Donc allez jeter un œil si ça vous intéresse. On va revenir au sujet. Du coup, le sujet, c'est... Alors, pour essayer d'être un petit peu organisé, on a prévu, avec les intervenants, de parler de différentes choses dans un ordre bien précis. Donc d'abord, on va aborder le thème de la science, on va définir les choses. Puisqu'on va parler de science dans la fiction, on va d'abord parler de ce que c'est que la science. Puis, on évoquera ce que la fiction a apporté à la science. On verra qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. On parlera par contre de quand la fiction fait du mal à la science, ce qui arrive également pas mal de temps. Et puis le dernier thème, donc qui sera peut-être plus transversal, où on verra en fonction du temps à la fin, c'est dans quelle mesure la fiction aide à penser la science. Tout ce qui est réflexion philosophique autour du rôle de la science dans la société et de la vision de l'homme dans l'univers, etc. Donc, je me tourne vers vous, chers amis, pour d'abord pour poser les choses. C'est quoi la science en quelques mots? Alors peut-être je me tourne vers Nico, Arthur. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend donc des définitions qu'on peut avoir de la science, mais en gros, il y a plusieurs points qui permettent de la définir. Ça va être considéré comme ce qui explique les phénomènes actuels, en tout cas ce qui permet d'établir les connaissances qu'on a à un moment. Donc du coup, ça veut dire que ça change d'une époque à l'autre. Ce qui est considéré comme la science à un moment, ce ne sera pas forcément la science à un autre moment. Donc c'est comme l'exemple de l'alchimie, par exemple, c'était la science du XVIIe siècle, mais aujourd'hui, on considère que c'est plus de la science. Alors que pourtant, ça avait de la démarche scientifique. Là, c'est un peu les clichés qu'on a dessus pour valoriser la science actuelle. Donc là, c'est la science en tant que corpus. Exact. Ok. Mais enfin, est-ce que les autres intervenants ont d'autres Il y préciser a un peu. plusieurs définitions de la science. Hein. On n'a pas tous la même sensibilité Oui. par rapport à ça. Est-ce que Oui. Arthur, tu partages cet avis? Ah oui, tout à fait. Là, c'est vraiment une définition générale, mais après, il y a tout ce qui concerne les applications. Ça va beaucoup changer suivant suivant l'angle d'attaque des personnes qui vont en parler. Johan, de ton point de vue. Ouais, on va dire ça, ouais. Merci, Johan. De rien. Ça c'était voilà, une approche géniale. Voilà, mais merci. Si vous voulez, j'ai plein d'autres trucs intéressants à dire par la suite. Non, mais c'est bien, si tu approuves. Et donc, Sylvain, de ton côté, est-ce que tu approuves ça? Est-ce que tu as une Si tu nuance m'appelles par encore rapport à ça? Sylvain, je crois que je vais me Loïc. fâcher. Je crois que c'est Loïc. Il faut. Oui, mais je suis parti avec Sylvain, et voilà. Voilà. Tu es parti avec Sylvain, je sais pas où, mais tu es resté. Mon cher Loïc. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est que souvent, quand on parle de science, on parle de l'aspect technologique ou qu'est-ce que la science nous apporte en fait, ou va nous apporter dans l'avenir. Mhm. Alors qu'en fait, la science aussi, c'est une immense curiosité, quoi. Je trouve qu'il y a ce côté-là qu'on oublie souvent de notifier. Pour À la citer base, Aristote, la science, c'est s'étonner de ce que les choses soient ce qu'elles sont. Par exemple, Ah, c'est bien, mais Aristote, il a dit des trucs bien aussi. Ça. des fois. Il n'a pas dit que des conneries, effectivement. Et enfin, moi, juste pour rapporter mon grain de sel, pour moi, la science, c'est pas exactement le corpus, c'est vraiment la démarche. C'est Oui, la exact. manière de se poser Je des suis assez questions d'accord avec toi, effectivement. et surtout Très de important. chercher l'erreur dans ce qu'on pense à l'heure actuelle. C'est pour ça que ça change, parce qu'on se corrige sans cesse. Et l'alchimie, est-ce que c'était de la science? Bah, ça se discute parce que la démarche était pas vraiment la même. C'était plutôt une démarche qui allait vers la confirmation. C'est vrai Là- que là, la là, démarche du bon scientifique, c'est toujours de chercher à prouver qu'il a tort et non pas de chercher à prouver qu'il a raison. Sachant que c'est dans le cadre d'une époque. Bien sûr. Et peut-être que dans 100 ans, la science se définira différemment. Par exemple, c'est vrai que la démarche aujourd'hui, il y a l'importance de l'observation et de l'expérimentation, mais il faut savoir qu'avant, à l'époque d'Aristote, puisque tu en parlais, il n'y avait Ah oui. pas la partie expérimentation. Il y avait que C'était mauvais. Il faut surtout pas toucher à la nature, sinon on modifie ce qu'on observe. Il a fallu attendre Sextus Empiricus pour avoir l'empirisme qui arrive, etc. Oui. C'est pas faux. Voilà, donc du coup, sur ce point de départ-là, et Loïc a soulevé un point très intéressant, c'est que par rapport à la fiction, parce que c'est le thème qui arrive après, Oui, exact. la science n'est pas uniquement la technologie, or c'est la technologie qu'on voit bien souvent dans la fiction. Donc il ne faut pas oublier que d'ailleurs on peut avoir des choses totalement banales, des phénomènes parfaitement sans ordinateur, sans rien du tout, qui sont de la science pure. Oui, J'ai pas d'exemple à citer, mais est-ce que vous auriez par exemple dans des séries ou dans des films des exemples d'illustration vraiment de ce que c'est que la démarche scientifique sans aucune technologie? Est-ce que ça existe vraiment ça? Sans technologie, on peut avoir un exemple assez rigolo, c'est le Dr House.
Eh oui. qui cherche enfin un diagnostic, etc. Bon, après, il tombe toujours sur des cas exceptionnels, hein, le mec. Non, c'est un lupu. C'est un lupus. Bon, mais sinon, la démarche, elle est bonne, quoi. Enfin, au final, si vous voulez voir une démarche scientifique vraiment poussée, peut-être voir un Sherlock Holmes, Sofiane. Ouais, voilà, j'allais dire Sherlock Holmes aussi. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que sinon, par rapport à la démarche, c'est difficile, quoi. C'est quelque chose qui est pas évident à mettre en avant, je pense, dans un film. Je pense. Ouais, je réfléchis, je vois pas trop de trucs à part. Peut-être on en parlait en préparant le live, question de la bioéthique, peut-être aussi, mais après, Oui, non. c'est Il y a ça. encore Il y a des exemples, des exemples extrêmes. Par exemple, il y a un film de hard science-fiction qui s'appelle Primer, où Oui. c'est justement deux scientifiques qui inventent une machine à remonter le temps. Mais pendant toute la première demi-heure du film, ils présentent la démarche scientifique. Ah oui, tu as raison. Oui. C'est difficile à comprendre d'ailleurs. Et ils Comment présentent s'appelle leur le démarche. Primer. Primer. Oui. Primaire. Il y a même, R. oui, pendant bien la moitié du film, de toute façon, même les premiers temps où ils commencent à voyager dans le temps, ils testent en fait. Ils font Oui. des essais pour voir qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. En fait, ils réfléchissent beaucoup à ça. Et c'est le seul film, je pense, de voyage dans le temps où vraiment les mecs ils réfléchissent au voyage dans le temps avant de partir dans le voyage, quoi. Parce Exact. que sinon, enfin, les autres, ils y vont, oh, bah, pour voyager dans le temps, trop cool, ils y vont, quoi. Ok, mais ils pensent pas aux conséquences, à ce que ça peut impliquer. Et d'ailleurs, Alors si que vous là, avez au compris ce contraire, c'est- film, vous pouvez me l'expliquer parce que j'ai Mon du frère mal. l'a à peu près bien compris, mais enfin, moi j'avais rien compris. Je lui dis putain, regarde ce truc, c'est trop compliqué, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et en fait, pour le comprendre, il a regardé une fois et quand il a re-regardé, il a dû mettre pause pratiquement à chaque dialogue en fait pour essayer de réfléchir à ce qu'il disait et pour essayer de comprendre. Carrément, ouais. Ouais, ouais. Du coup, il a fait lui-même une démarche scientifique en regardant le film Primer. Exactement. Putain. Mais est-ce qu'il y a un seul film qui traite le sujet du voyage dans le temps de manière vraiment logique et vous voyez, enfin, qui se tienne vraiment? Ben lui déjà. Dany, ouais. Alors après, je sais qu'on se limite au film, mais il y a le livre, par exemple, de Barjavel qui s'appelle Le Voyageur imprudent, dans Oui. lequel il explique aussi des choses. Mais ça n'a Ah, pas il- été adapté en film. Il reprend Si, ça a été adapté en film, mais c'était Ah, nul. c'est vrai? Ouais. il reprend le Ça nous paradoxe du grand-père. Pour expliquer aux gens, le paradoxe du grand-père, c'est lorsqu'un voyageur remonte dans le temps et cause accidentellement la mort de son grand-père, ce qui fait que son père ne peut pas naître, et donc lui ne peut pas naître. Du coup, il n'est pas parti. Du coup, son grand-père est en vie. Du coup, il peut venir. Du coup, il peut y aller et le tuer, etc. Donc, c'est un paradoxe. Mais le problème, c'est que ce paradoxe-là, en soi, vu que c'est un paradoxe, il y a une impossibilité. Et donc, Ouais. pour moi, On- ça fait pas partie des choses qui sont. Puis Barjavel, dans une note, dit que voilà, il termine au conditionnel, il dit juste on va laisser comme ça. Oui, en Oui, plus, oui. c'est Après, la fin du texte. Ouais. C'est l'idée du paradoxe, c'est que c'est insoluble, quoi. C'est l'idée du paradoxe, effectivement. Ouais. Après, on retrouve ce genre de paradoxe également dans Retour vers le futur 1, quand Marty va dans le passé, empêche la rencontre entre son père et sa mère, et du coup, empêche par là même sa propre existence. Qu'il arrive à régler ça quand même avant de disparaître définitivement. Avant que l'univers implose, surtout. Avant que l'univers implose également, mais bon, après, ça c'est du quantique. Enfin, ça nous Oui, intéresse pas. Et il invente le rock'n'roll au passage, ça c'est cool. Exactement, et du coup, il invente le rock'n'roll. Mais oui, du coup, le paradoxe là, dans Retour vers le futur, c'est plus l'idée que, comme c'est un paradoxe, eh ben, ça détruit l'univers quelque part, ça déchire le continuum espace-temps ou je ne sais quoi. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de paradoxe en soi, puisqu'il est en train de disparaître, donc finalement, le temps est changé. Le problème, ça va tout seul, oui. Voilà, c'est vrai que tout seul, sauf que, effectivement, s'il disparaît, s'il n'est pas, il peut pas voyager dans le temps, donc il peut pas faire ça. Et voilà. D'accord. Mais voilà, enfin, du coup, Oui. la science. Et je vais chercher une aspirine, je reviens. On À commence- ma connaissance, la science n'a pas de réponse à ce paradoxe-là, mais justement, la manière dont le cinéma ou les séries l'ont traité me semble pas. Ça, c'est les exemples historiques, mais après, avec avec l'histoire des mondes parallèles, la science propose des réponses possibles. voilà, C'est des théories c'est bizarres. ça. Oui, des théories bizarres, ou alors il y a aussi des scientifiques qui considèrent que ce n'est pas possible tout simplement de voyager dans le passé. Voilà. C'est ça. Parmi eux, Que la Stephen nature King, ne par le permet pas. exemple. Ouais, totalement. Et que si de toute façon la nature le permettait, on aurait déjà des visiteurs du futur qui viendraient nous voir pour nous parler et nous raconter le voyage dans le temps et ce qui se passe dans le futur. Étant donné qu'ils ne sont pas là, on peut en déduire que le voyage dans le temps vers le passé n'est pas possible. Après, rien ne nous empêche de nous balader vers le futur, par exemple. Ou alors peut-être que les ovnis qu'on voit, c'est ça. Ah, Michael peut-être, Jackson, effectivement. peut-être que c'était un mec du futur. Ouais. Ouais, Qui se cache. Toi, t'as trop vu de série Z.
Donc, à côté de ce thème du voyage dans le temps qui est assez compliqué et plus fictionnel que scientifique, souvent, on va passer au thème à la principale. Alors, qu'est-ce que la fiction a au cours de son histoire, alors que ce soit les romans, soit les romans, on va aller surtout vers les séries et les films, mais bon, ça commence dans les romans. Qu'est-ce que la fiction a apporté à la science? Qu'est-ce qui pour vous est le plus notable ces dernières années comme apport? Bah, surtout dans la technologie, en fait, je pense. C'est des idées technologiques qui ont été inventées dans des romans qui ont été une quête, en fait, après, dans des romans ou dans des séries ou quoi, qui ont été après une quête pour les scientifiques. Je suis moyennement d'accord, parce que sachant que la plupart du temps, quand les mecs ils faisaient des comment dire, des sortes de... Oh merde. D'invention, les brainstorming. L'invention, voilà, quand ils inventaient à l'avance des inventions, au final, c'est vraiment c'est partie du courant hard SF qui est basé en grande partie sur de la véritable science. Typiquement, Jules Verne, quand il écrivait ce bouquin, le mec derrière, il faisait des études pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire un sous-marin de telle taille, etc. Tu vois. Donc, d'une certaine façon, c'est le serpent qui se mord la queue. Je me base sur la science réelle pour pouvoir inventer quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui pourrait exister grâce à la science réelle que j'ai créée dans mon bouquin, etc., etc. Et du coup, est-ce que c'est vraiment une fiction qui va faire des apports à la science, ou est-ce que c'est la science qui, à travers une fiction, va pouvoir faire elle-même des apports à la science? Après là, si je parlais juste du cas des moyens de transport créés pour l'occasion, etc. Enfin, la plupart du temps, on voit ça dans les films dans les livres de hard SF. Après, il y a d'autres cas dont je voulais parler, c'est plus pour l'éthique, au final, où on va voir tout ce qui est livre du Dr Moreau, Frankenstein, où les mecs, ils t'inventent 100 ans à l'avance le problème qu'on va se poser quand on va commencer à modifier des plantes, à modifier des choses comme ça. Et là, les mecs, ça part vraiment d'un peu rien, au final, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas en mesure d'imaginer, je pense, qu'on allait vraiment... Ouais, sauf que Frankenstein, c'est pas elle a écrit, mais c'est pas grave. Tu dis les mecs, mais c'est une femme qui a écrit Frankenstein. Mais... Oui, mais à coup de pas... Évitons le sexisme ordinaire. Voilà. Ah, oh, foutez-moi la paix, commencez pas. Dans ta liste, tu as oublié le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, effectivement, qu'on pourrait considérer comme ça. Mais alors après, je sais pas si Aldous Huxley, il avait pas un background scientifique. Parce que par exemple, il y a aussi Asimov, ou Asimov. Oui, Asimov, mais est-ce que c'est grave d'avoir un background scientifique enfin, je sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que par contre, H.G. Wells, donc le mec qui a fait le Dr Moreau, la machine à voyager dans le temps, etc. Lui, par contre, il a pas du tout de background scientifique, quoi, derrière, quoi. Le mec, il t'a sorti ça. Oui, ça n'empêche pas de connaître un peu le contexte général, puis de réussir à imaginer les choses. Voilà, ça sert d'inspiration. C'est vrai. Même si c'est pas précis. C'est vrai. Mais bon, Asimov, lui, il a carrément, je crois, un doctorat en principe, tu vois. Et c'est même plus un background, tu vois, si tu veux, c'est sa spécialité, quoi. Après, H.G. Wells, ça se basait pas sur grand-chose de scientifique à l'époque. Justement, ça dépend. Asimov, ses œuvres font partie des œuvres de vulgarisation qui sont, des œuvres fictionnelles qui servent de support de vulgarisation. Un petit peu dans le même genre que tous les livres que Carl Sagan a écrits, donc tous les livres d'Asimov, ils sont comme ça. C'est des livres de vulgarisation, en fait. Il a fait les deux en fait, Asimov. Il a fait les deux. Il a écrit de la vulgarisation pure, il a écrit ses romans, et puis il a inventé le mot robotique, etc. Ouais. Donc, oui, c'était dans les années 50. En termes d'apport, pour le coup, Asimov a vraiment apporté des choses à la science. Du coup, on a réfléchi différemment après. Totalement. Oui. Non, on n'est pas dans le cinéma, encore que c'est adapté, très mal d'ailleurs. Bon, comment ça, très mal? Il est bien le film, il est correct. iRobot, il est pas si mal que ça. Hein. Moi, je le trouve pas si mal. J'ai le sentiment que la morale finale du film est pile l'inverse de celle du roman, mais c'est comme oui. Oui. Et ça peut être une comme adaptation. Grosse trahison, comme grosse demi-surprise. Je pense que ça se pose là quand même, pardon. Bon, après. Donnez mon avis. Adaptation ciné, hein, après c'est normal. Hein. Enfin, les mecs, ils ont chacun leur vision du truc, mais. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des on a un peu évoqué est-ce qu'il y a des concepts qui vraiment sont devenus des concepts familiers et donc que les scientifiques après ont utilisés, qui sont apparus dans les médias, enfin dans la fiction télévisée et cinématographique. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on a pas apparaître? Je peux citer là-dessus un exemple très ancien, donc du coup ça va pas concerner la télévision. C'est dans un livre de Rabelais où il invente le principe du microphone. Il décrit une scène où il y a des paroles gelées qui se baladent sur un lac. Et quand ces paroles dégèlent, on entend les paroles, donc du coup il invente le principe du microphone. Alors après je sais pas si ça a inspiré les gens pour l'inventer,
mais ça peut pas faire partie d'un fond commun qui permet d'inspirer les gens. Donc ça, c'est un exemple ancien, puis je pense qu'on peut retrouver ce type d'exemple sur plein d'œuvres actuelles. Ouais, Ça crée des choses dont on peut s'inspirer. il y a un certain Michel Verne, qui n'est pas du tout le fils de Jules Verne, il n'y a aucun lien, qui a écrit une petite nouvelle de science-fiction qui s'appelle La journée d'un journaliste américain, qui est adaptée en BD. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu par Vandermeulen. Et en fait, en gros, le mec, il a inventé Internet, quoi. Ça date du début du siècle, hein, début du XXe siècle, je crois. Je sais plus la date exacte, mais voilà. Pas mal. C'est vraiment un moyen de communication, une sorte de toile communicative qui se propage dans le monde, en fait. Où les gens peuvent communiquer comme ça, ils travaillent comme ça. Le journalisme, en fait, donc un journaliste, le héros, il communique avec les autres comme ça, quoi. Voilà. Et donc rien n'interdit d'imaginer qu'il y a des choses ici qui nous paraissent totalement folles et qui plus tard paraîtront normales, seront réalisées. Oui. C'est qui disait qu'une science très avancée ressemble à de la magie, un truc comme ça. Clark. C'est Clark. Ouais, voilà. La loi de Clark, qui dit que toute science suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ouais, Et c'est le ça. corollaire, c'est que toute science dissociable de la magie est insuffisamment avancée. D'accord. C'est le corollaire amusant. Est-ce que quelqu'un peut nous parler des lois d'Asimov? On a évoqué Asimov, mais est-ce qu'on peut développer un petit peu pour les gens qui ne connaîtraient pas, qu'on explique un peu l'intérêt que ça a eu dans la réflexion sur Sur l'intelligence artificielle. les IA, voilà. Qui peut s'y pencher parce qu'il y a peut-être plus spécialiste que moi. Non. Qui a fait de la physique ou de... Alors, trois lois robotiques, c'est quoi? Je les connais pas par cœur. Hein. Si je vais les chercher, je les ai à 5 La mètres. loi numéro Quelqu'un les a Ah bah, sous si les tu yeux les as, vas-y. Vas-y. Attendez, 2 petites secondes. Faites un petit interlude. La troisième, c'est qu'un robot doit toujours obéir à un humain. Sauf si deuxième, ça c'est qu'un contredit robot- les premières. Un deuxième, c'est qu'un robot doit toujours rester en vie. Non, pardon, c'est la troisième, celle-là. Il doit toujours rester en vie. Deux, il doit toujours obéir à un humain. Et la première, il ne doit jamais blesser Un humain. Mm. Et Asimov, à la fin de son œuvre, a inventé la règle 0. On parlera à la fin de la discussion, parce que justement, il a beaucoup réfléchi à ce que ces lois pouvaient impliquer. Et ça a nourri beaucoup de réflexions, je crois, sur les gens qui ont travaillé après en robotique et sur comment créer des IA, parce que c'est une des grandes inquiétudes à l'heure actuelle de certains penseurs comme Hawking. Oui. Stephen Hawking On a été où Juste fini. Stephen Hawking a affirmé que le jour où l'être humain inventerait une intelligence artificielle supérieure, ce serait la fin de l'humanité. Quand même, Oui. il a dit ça. C'est un peu prophétique quand même. C'est un peu prophétique. Oui, mais d'ailleurs, il y a des réflexions intéressantes, on pourra Ah oui, en bien sûr, parler. bien Mais donc, Yoann, tu reviens avec Les les trois. trois. Vas-y. Moi, ce qui m'intéresse dans l'idée de l'IA, en fait, c'est un petit peu celle qui est développée dans Blade Runner. C'est quelle est la limite en fait entre une IA et un être vivant, quoi, en fait. À quel moment, en fait, on se décide que l'un n'est pas vivant, n'est qu'une machine, et que l'autre a vraiment des sentiments, quoi. Si le but c'est de créer une intelligence artificielle qui soit comme l'humain, au final on va aboutir à un humain. Mais si le but c'est de créer une intelligence artificielle qui soit différente, là, Oui, on peut faire une distinction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette thématique-là de la limite. On arrive. C'est la question de la puissance. C'est Du coup, impossible. là, tu te demandes en fait, qu'est-ce qui fait de l'humain que c'est un humain? Ah oui, à travers ça, il y a ça. Voilà, Effectivement. Il y a le film L'Homme avec Robin Williams qui s'est penché sur la question, et a priori ce qui fait d'un humain, l'homme bicentenaire effectivement, et a priori ce qui ferait d'un humain qu'il est un humain, ce serait son libre arbitre et sa capacité de prendre des choix et de mener à bien ses choix. Il y a une nouvelle de Pierre Boulle dans laquelle ils inventent un robot tellement perfectionné qui fait des erreurs et du coup il ressemble exactement à un être humain. Ouais. L'homme bicentenaire, c'est aussi une œuvre de Asimov, et à la fin, c'est quand même le robot qui choisit d'être mortel, comme un humain. Totalement. C'est le sacrifice ultime, c'est que l'humain, ce qui fait qu'il est humain, c'est qu'il est mortel et qu'il le sait. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Ça me fait penser au tout Nouveau Testament où l'homme sait qu'il est mortel, qu'il sait quand est-ce qu'il va mourir, et du coup il prend toutes les décisions qu'il veut au bon moment. Ouais, effectivement. Ah, je voulais le voir ce film. Ah, pardon. Le Nouveau Alors à Testament. la fin, Le film, comment il s'appelle? Moi, je ne le connais le pas. Nouveau Testament, mais là on sort un petit peu du domaine de la science-fiction, puisque il y c'est a, plutôt un film fantastique, pardon. Là ça fait réfléchir à la philosophie mais pas à la science. Mais justement, je pense que c'est important qu'on précise là, on a lu deux mots, la science n'est pas uniquement que dans la SF. Oui, exact.
et tout ce qui est philo des sciences, etc., rentre de plein pied dans la science a un intérêt pour la société, et on peut réfléchir à la science dans plein d'œuvres qui ne sont pas du tout de la SF. Oui, que ce soit des points dans des films qui parlent de la science, ou alors le film en général, qui ne soit pas de la SF, qui parle de la science. Voilà, oui. C'est le cas des films d'horreur, par exemple, il y en a plein qui parlent de la science tout le long. Oui, mais enfin, les films d'horreur en général, c'est pas Oui, il n'y a pas besoin d'être réaliste pour parler de la science. Justement, Plutôt fantastique. souvent les films fantastiques d'horreur, les moins réalistes sont ceux qui parlent le mieux de la science. Je ne suis pas de cet avis, mais est-ce qu'il y a pas des... Possible, dire c'est pourquoi possible. Pourquoi J'ai tu pas penses dit que c'était qu'ils en parlent bien? Parce que ils peuvent justement se détacher de certaines contraintes et ils peuvent utiliser des analogies, des allégories pour réussir à parler d'implications philosophiques. C'est plus dans ce sens-là qu'ils peuvent en parler mieux. Après, sur les applications, c'est le monde réel pour pouvoir mieux en parler. Est-ce que tu aurais un exemple? Par exemple, un film d'horreur qui est intéressant, c'est oui, le film d'horreur qui s'appelle The Bay, qui est sorti en 2012. Donc là, c'est un film fantastique parce que ce sont des petites créatures, des isopodes qui, à cause de la pollution, deviennent un peu trop grosses. Donc à la place de parasiter les poissons, elles parasitent les humains de la plage. C'est tant mieux. Mais là, c'est effectivement fantastique parce que ça se base pas vraiment sur quelque chose qui est possible. Les animaux, ils peuvent pas devenir aussi gros comme ça. Mais ça permet de parler des implications dans ce cas-là de la pollution et des réactions des autorités par rapport à ça, de manière beaucoup plus forte que si on avait respecté la réalité. Le meilleur exemple, c'est quand il y a un politicien qui explique que non, c'est pas possible que la pollution soit dangereuse parce que personne ne va boire l'eau de la mer. Et à ce moment-là, donc on nous montre qu'en fait, les gens, il suffit qu'ils boivent la tasse pour qu'ils se fassent contaminer. Oui. Donc du coup, c'est dans le sens des implications philosophiques que les films qui se détachent de la réalité peuvent en parler mieux. Oui, en général, c'est souvent ça. De toute façon, généralement, effectivement, la science n'est pas abordée de manière très très juste dans les films, et c'est plus pour développer des idées en fait qui se servent de la science, quoi. C'est un outil finalement narratif en général, hein. On exploite la science, on s'en sert. Là, c'est du coup, mal. là, ça me fait penser à. Ouais, on s'en sert, mais parfois pour la bonne cause. Ça me fait penser à un film de Hard SF qui est sorti il y a, je sais plus, un an, qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et qui a beaucoup de mal à percer. C'est pour ça que je me permets en plus d'en parler pour faire un petit peu de pub. C'est un film français qui s'appelle Le Grand Trou et qui raconte l'histoire d'un équipage de vaisseau qui part aux abords d'un trou noir qui se situe à plusieurs années-lumière de là. Ils partent à la vitesse de la lumière, donc ils subissent les effets de la relativité générale, ce qui fait que du coup le temps sur Terre s'écoule beaucoup plus vite que pour eux, et toute la narration du film toute la narration du film se déroule au moment des entretiens entre le psychiatre de l'équipage et les autres membres de l'équipage pour essayer de comprendre comment on pourrait vite subir les affres de cette. On reviendra, on aura perdu toute notre familisation qu'on a connue a disparu, et du coup se poser la question comment est-ce que l'être humain peut gérer cette situation qui est finalement vachement extrême pour nous. Alors, On très voit intéressant, bien là. l'application de la théorie par rapport à ça. La connexion est un peu difficile, donc Ouais. c'est extrêmement haché chez vous, Nico et, Ouais. et Arthur. On a compris, je pense que vous désolé. disiez. On Par a contre, compris globalement, mais le titre du film, moi je l'ai. Ah, voilà, Le par grand contre, tout. le grand Le grand tout. tout. Donc c'est pas le grand trou, hein. Le grand tout. Non, c'est Le le grand tout, effectivement. Ça n'a aucune référence Ouais, parce que le à trou quelque noir, autre genre alors, de film que ce soit. d'accord, le grand tout. Film français, bah donc on invite les gens à aller se renseigner. Et Johan était parti pour voir un peu pour nous ramener les trois lois de la robotique. Est-ce qu'on peut juste y revenir? Au fait, elles ont été données dans le chat, au fait. Voilà, mais est-ce Mais- que est-ce que vous voulez parler un peu des implications qu'elles ont eues dans la recherche? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Ou est-ce que non? Moi j'ai pas d'infos, hein. Moi non plus, c'est juste qu'elles ont été étudiées pour voir s'il n'y a pas une faille, parce que et même quand on en a rajouté, je crois, derrière, du coup, une quatrième, des choses comme ça, pour Ouais. réfléchir Ouais, un peu à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour se protéger des risques liés à l'intelligence artificielle, quoi. Parce que le risque, c'est que les robots nous dépassent en intelligence. Une fois qu'ils nous auront dépassés, bah, on leur confiera tout ce qu'il y a à faire parce qu'ils font ça mieux que nous. Donc ils vont prendre le pouvoir. Et donc c'est la Ils crainte. râlent Pardon? c'est Skynet. Je disais, les robots ne râlent pas quand on leur demande de faire des tâches casse-pieds. A priori, ils vont pas râler, quoi. Mais à un moment donné, Mais peut-être, ils préfèrent jouer. Peut-être. peut-être qu'ils préféreront se débarrasser des parasites que les humains sont devenus. Ouais. Donc c'est la crainte de certaines personnes. Et du coup, Asimov a répondu à cela en inventant la loi 0,
qui prend préséance sur toutes les autres lois qu'on a vues précédemment. Et le 0 implique que le robot doit œuvrer pour protéger l'humanité. Voilà. Et donc il y a des réflexions là-dessus. Ah, bon, on a l'image d'Asimov sur le chat. Ouais. Voilà. Donc là-dessus, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ou est-ce qu'on passe à d'autres concepts mis en avant dans la fiction? Bon, on peut passer à autre chose parce que je pense qu'effectivement, il n'y a pas de film qui. Allô? Oui, on t'entend. J'entends plus rien. Il n'y a pas de film en fait qui parle vraiment de ce côté-là, de les robots qui sont faits pour, enfin, qui sont programmés pour protéger l'humanité. C'est ça que tu as dit, la dernière loi? C'est la loi 0, ouais. Bah, tout à l'heure, vous parlez de iRobot. Dans le film, si je me souviens bien, il parle un peu de ça, de cette histoire-là, de ces grands enjeux. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me souviens pas de ça, de ce détail-là. Dans l'organisation de la société, le fait qui décide. Qui sont là pour servir peut-être, mais après pour aider au développement et à protéger l'humanité de sa propre extinction, peut-être là, ça va peut-être pas jusque là, je me rappelle Et en pas. fait, si, à au la fait, fin, il tue le iRobot, à la PDG fin, sans vouloir, voilà, à la fin, en fait, les robots décident que pour protéger l'humanité, la meilleure chose à faire, c'est de l'encadrer et de la diriger, quoi. Ah oui, d'accord, je me rappelle plus. Voilà. Donc là, oui, ils en veulent un petit peu quand même. Et pour revenir à la limite entre robots et humains, et j'ai vu un film dernièrement qui s'appelle Chappie. Est-ce que vous trouvez que ça apporte des choses à la réflexion? Est-ce que ça apporte des choses à la science ou Mais c'est juste une manière de vulgariser ce qui se fait déjà? Non, moi, je trouvais que ça apporterait pas grand-chose, perso, mais. Ouais, après, sinon, t'avais aussi. C'est l'inverse. J'ai trouvé. Ouais. de Quoi donc Spielberg, quoi. Johan, t'as dit quel film? Le film IA ou AI de Spielberg. Ah, oui, oui. Intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle. Donc là, De Spielberg et Kubrick, s'il te plaît. oui, ouais. Bref. Où là, on a quelque chose, enfin, où on réfléchit à qu'est-ce que serait un robot qui pourrait aimer les gens, etc. Et comment on pourrait s'attacher à lui, et comment lui pourrait s'attacher à nous, et comment on gère ça, et voilà. C'est extrêmement onirique de mon point de vue. C'est ça. Oui, Pas oui. une réflexion vraiment sur comment le faire et l'impact derrière. C'est vraiment une aventure pour un personnage onirique, je trouve. Enfin, voilà, c'est mon avis. Oui, non, Je trouve que ce côté un peu onirique, on le retrouve un petit peu dans Chappie. En tout cas, on retrouve une tentative de le faire, sans vouloir faire de la pub pour ma chaîne. Mais effectivement, ça permet d'avoir une nouvelle approche, d'un peu montrer comment construire un robot. C'est pas juste des lignes de programme qu'on ajoute, mais c'est un programme qui apprend de lui-même. Donc du coup, le robot de Chappie, c'est un peu comme HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est un robot qui se construit comme un humain dans le sens où il veut ou doit apprendre des choses. Donc c'est un peu, ils essaient un peu de développer ça. Après, il y a ce qu'ils Machina réussissent, aussi. c'est la vie des gens. Dans Machina, il y a ce Ex principe-là Machina aussi. Ex Machina, ouais. Ah oui, non pas encore. C'est sur mon programme. Donc je n'en parlerai pas trop, mais il y a cette idée-là aussi. Voilà. Ceux qui l'ont vu, sans spoiler forcément, je pense qu'il y a vraiment cette idée voilà, d'implémentation, étape par étape, comment arriver à De un quoi, de modèle Chappie? qui. Non, dans Ah, Ex Ex Machina. Machina. Ouais. Comment arriver à quelque chose qui, pour le coup, qui ressemble à un humain. C'est vraiment le but. Donc là, c'est le test de Turing, pur et dur. Comment arriver à obtenir, pour le coup, un robot, mais derrière le robot une intelligence qui soit capable de réagir comme un être humain. Il y a aussi par rapport à l'IA, il y a aussi la série Acta Maniscore, c'est Real Human, ça, Oui, Billman, oui. qui est intéressant. Suédoise, finlandaise. Oui. Oula. Nicolas, Là, Arthur, vous me faites des gros parasites. Une attaque. Désolé, pourtant on désolé. n'était même pas là. Que s'est-il passé? Une attaque Attaque terroriste. Désolé pour le live. Tout va bien. Désolé pour vos oreilles, les gens. C'est bon, les parasites sont passés? Oui, c'est bon. Là, Ouais, c'est c'est bon, les parasites sont passés. Donc, je sais bon. plus ce qu'on disait du coup. Je parlais de la série, il me semble suédoise. Oui, Real Humans. Oui, qui pour moi n'apporte pas grand-chose en termes de nouveautés par rapport à ce qui est dit sur l'intelligence artificielle, mais elle centralise un petit peu toutes ces thématiques qu'on vient d'aborder en fait. Il y a un petit peu tout ça qui est réuni dans une même œuvre quoi, en fait. C'est plus sur l'impact sur les gens dans cette série. Oui, il y a ce côté-là, mais oui, C'est qui est intéressant d'ailleurs, mais qui est moins de la science. Pour le coup. oui, tout à fait. Sachant que ces films sur les robots, ils sont pas toujours obligés de parler de grands enjeux comme l'humanité. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Robot and Frank qui est sorti en 2012. C'est l'histoire d'un retraité qui reçoit un robot Ouais. nouvelle génération.
Donc ça permet de parler de ces thématiques, de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, à quel point ça ressemble à un humain, qu'est-ce que ça doit faire, qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais c'est entre un retraité et son robot. Donc c'est pas la fin du monde et la destruction de l'humanité. C'est des petits enjeux, mais les mêmes questionnements. Donc du coup, qu'on aussi une valeur intéressante. C'est plus un avenir proche, ça, parce qu'on commence déjà à avoir des robots. Oui, du coup, effectivement, on en est plus proche et on peut se sentir plus proche de ces questions-là. Il y a l'INRIA qui est en train de développer un robot émotif qui permet de lire nos émotions et de pouvoir les montrer directement sur son corps en fait. Donc de montrer, en gros, c'est les battements du cœur, c'est l'activité du cerveau, des trucs comme ça. C'est assez bluffant, c'est très 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 amusant et voilà. Bon, j'espère qu'ils vont bientôt sortir leur truc. Je sais pas encore comment s'appelle le robot, tiens, je balance des infos comme ça, mais j'ai pas plus de sources que ça. C'est juste que j'ai participé au prototype, l'INRIA, je sais plus comment s'appelle le robot. Je vais regarder de ce pas. Juste en 2 mots, ce que c'est que l'INRIA, pour que l'on sache ce que c'est. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Robotique et en Intelligence Artificielle, en fait. D'accord. Alors, après, je m'avance pas trop parce que je connais pas le domaine plus que ça, mais voilà. C'est un institut un peu comme le CNRS qui a plusieurs centres en France, c'est ça? Oui, c'est ça, totalement. Il me semble même qu'ils font partie du CNRS, mais Je crois. voilà, Ok, je crois. donc ils ont inventé un robot qui lit les émotions et qui les traduit. Ils Intéressant. sont en train de le développer en tout cas. Après, ça marche pour l'instant avec des électrodes sur les tempes, des électrodes rattachées sur le torse, au niveau des poignets pour pouvoir mesurer le pouls, pour pouvoir mesurer d'autres paramètres biologiques. D'accord. Et alors, pour revenir un peu sur peut-être la science-fiction, Oui. si je vous propose pas une définition, mais que le rôle de la science-fiction, ce serait de proposer des avenirs à partir de ce qu'on sait de la nature, des avenirs, et pour prévenir la société, et pour que les scientifiques puissent s'emparer des thèmes de réflexion et travailler dessus. Est-ce que vous pensez que ça correspondrait à des choses réelles? Je pense qu'il Moi, faut je dirais vachement pas prétentieux. forcément l'avenir déjà, parce que ça peut être dans des cultures différentes, des univers parallèles, donc bon, déjà, on peut avoir ça. Oui, tout le Après, cas des uchronies, effectivement, c'est un peu des mondes parallèles, tout à fait. Voilà, après, au faire réfléchir, je pense que c'est un peu le but de tout livre, quelque part. Enfin, j'espère, en tout cas. De toute œuvre, normalement, Tu oui, me c'est dis son objectif, ouais. Alors, Bon, toute œuvre, après, ça dépend. en regardant Il y a la des télé, on peut œuvres, avoir des doutes que certaines œuvres d'accord. veuillent amener à réfléchir, mais En bon. disant cette phrase, j'ai eu effectivement plein de contre-exemples qui sont venus, donc oubliez ce que Voilà. Attention, parce qu'il y a des œuvres qui se veulent juste une explication, une vulgarisation de la science, mais par là, elles sont un peu des œuvres de propagande parce qu'elles se contentent juste d'expliquer, un peu en promouvant la science, en disant oui, c'est génial, la science c'est beau, c'est bien, mais elles oublient un peu le point de vue critique. Mais après, je suis d'accord que les bonnes œuvres, c'est celles qui ont aussi le point de vue critique, et que c'est celle-là dont on se sert plus comme exemple. À quoi tu penses quand tu parles d'œuvres de propagande, entre guillemets? Alors, la propagande, c'était un peu extrême. Non, mais le mot pour propagande en soi, à l'origine, c'est pas grave. C'est devenu Voilà, grave c'est plus dans le sens de publicité, du coup. Mais du coup, voilà, à quoi tu penses comme type d'œuvre? Eh ben, bonne question. Non, mais prenons par exemple l'exemple de Minority Report qui présente des technologies. Alors effectivement, il y a une réflexion critique sur le crime, sur les choses dans ce genre-là, mais la technologie, elle est pas mise en question. C'est pas mis en question de savoir est-ce que c'est bien d'avoir une technologie qui suit les gens. C'est pas vraiment ça qui est en question. Non, c'est Alors, l'éthique peut-être que derrière. oui. Oui, il y a la question de savoir est-ce que le crime est dans la tête ou est-ce que le crime Oui, voilà, c'est plus là qu'elle est dans le cerveau. Et là, il y C'était a pas le plein de meilleur questions. exemple. Hein, j'ai été C'est la philo, là. C'est plus de la philo. Encore que la science, de mon point de vue, est une branche de la philo. Mais ça se discute. Mais bon. Ouais, alors ça se discute beaucoup, hein. Je sais, mais Pas tellement, parce que la philosophie à la base, c'est quand même essayer de comprendre le monde, quoi. Donc, historiquement, La la science, c'est la philosophie, il y a 4 philosophie. millénaires, mec. Attends, c'est bon, quoi. Ah, mais On peut pas comparer la science à aujourd'hui l'origine- à la à l'origine- science à l'époque de Pythagore. oui, mais non, mais je suis d'accord, mais les premiers philosophes étaient des scientifiques et inversement. Les premiers scientifiques étaient des philosophes. Plutôt ça, ouais, plutôt ça. Est-ce que les scientifiques sont-ils toujours des philosophes ou pas? Maintenant, Ça dépend comment on entend le mot philosophe. Je suis d'accord avec vous. Ou comment on entend le mot science? En tout cas, l'inverse n'est pas vrai, hein. La plupart des philosophes ne sont pas des scientifiques, hein. oui, non, voilà. Mais maintenant, en tout cas, ça dépend parce que dans le XVIIe siècle, c'était les mêmes personnes. C'est ça. Oui, je te parle Oui, d'aujourd'hui. même avant. aujourd'hui, c'est plus le cas. La distinction, elle est vraiment très récente. Et je pense que c'est une distinction on a tort de séparer les deux, mais Oui. c'est pas le sujet de ce soir. Hein. Mais ça serait intéressant d'en reparler quand vous voulez.
Et si vous voulez, j'ai trouvé un autre exemple qui est meilleur que celui que j'ai donné tout à l'heure. C'est à propos de tous les films Marvel. Donc Oui. à l'époque où c'était encore des bandes dessinées. Il faut savoir que entre 1954 et 2011, il y avait une structure qui s'appelait le CCA. C'est le Comic Code Authority. Qui, alors c'était pas suivi par tout le monde, hein, donc ça montre que le point de vue critique il était très fort. C'était suivi que par 12 personnes sur une cinquantaine, qui avaient donné une série de règles. Donc parmi lesquelles il faut pas qu'il y ait de la violence, il faut pas qu'il y ait du sexe, il faut pas que les autorités soient présentées de manière mauvaise. Et l'une de celles-ci, c'était que l'image de la science soit entièrement positive et qu'il n'y ait aucune ambiguïté par rapport à ça. Ça veut dire que les gens qui se sont conformés à cette forme de censure, et ben du coup ils ont fait, et voilà, c'est un peu ce que j'entendais par là, par propagande, par publicité. Ils présentaient que le côté vulgarisation de la science. On va expliquer ce que c'est, mais on va pas spécialement se poser de questions sur leur utilisation. Mais le fait que la majorité des personnes n'aient pas du tout suivi ce code, ça montre que vous avez raison, c'est le côté critique est extrêmement important. C'est intéressant aussi. Est-ce que ce qu'on critique dans la science, est-ce que c'est la science parce que c'est les applications de la science? Et ce qu'on voit dans les films, est-ce que c'est la science? Ça dépend des cas. Moi, il y en a un il y a un auteur, je trouve, très obscurantiste. Alors, encore une fois, on n'est pas dans le cinéma, on n'est pas dans la série, on est dans le bouquin. C'est Bradbury. Bradbury, où, quand on lit ses livres, faudrait que le monde se soit arrêté en 1850, quoi. Ce serait très bien pour lui, quoi. Javel est assez anti-science à pas mal de niveaux, je trouve. Je connais moins bien, mais Alors oui, c'est surtout pour la peur la peur des armes nucléaires. Et dans Ravage, c'est le cas de la science en général, effectivement. Voilà. Mais alors après, c'est un peu nuancé parce qu'il n'est pas vraiment si anti-science que ça quand on regarde des articles, pas des romans, mais des articles qu'il a publiés. C'est un peu plus subtil, mais c'est vrai qu'à la base, c'est quand même bien ce que tu dis. C'est relativement réfractaire à la science, Oui. mais plus réfractaire, encore une fois, aux applications. À l'utilisation qu'on en fait. Au pouvoir que la science donne à ceux qui décident. C'est plutôt l'humain, il craint l'humain en fait. C'est plutôt ça. Voilà. Et disons, est-ce qu'on a dans les fictions ces critiques-là de comment la science est manipulée, instrumentalisée? Est-ce qu'on a des exemples d'œuvres? Par les auteurs, tu veux dire? Non, où les auteurs montrent le danger quand la science est dévoyée par des politiques, en particulier, ou par des dictateurs, ou par des gens qui ont des intentions mauvaises. Voilà. La science en elle-même, On regarde presque tous les James Bond, c'est ça, quoi. Tous les James Bond, à chaque fois, t'as un mec mégalomaniaque qui tombe sur une super arme à la pointe de la technologie et qui veut dominer le monde avec, quoi. Ouais, mais je pense que c'est avant. quelque chose de récurrent. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Oui, toutes les images du savant fou, donc que ce soit dans les James Bond ou les autres, effectivement, ça cristallise bien cette idée. Même si c'est rassemblé dans un seul personnage, ça montre bien ce que peut être le côté négatif de la science, contre laquelle les gentils s'opposent. Et il y a même très souvent ça. Enfin, j'ai l'impression que la science, elle est souvent montrée. Tous les films post-apocalyptiques, on dit dans le chat apparemment. Effectivement, il y a pas mal dans la fiction, il y a souvent la science quand même. Il y a beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de craintes, quoi. Voilà, mais et à l'heure actuelle, c'est un peu l'un des sujets qui m'intéresse. Il y a à l'heure actuelle dans la société on est revenu un peu du positivisme, d'être glorieux, même des années 60 où l'avenir en l'an 2000, on aurait des voitures volantes ou éventuellement des hoverboards en octobre 2015. On est revenu un peu de tout ça et on voit dans la société une certaine méfiance par rapport à la science. Oui. Est-ce que vous pensez que les médias, les fictions, ont joué un rôle dans la vision négative de la chose, ou au contraire, je sais pas, quel est votre avis sur le ressenti du public par rapport à ce que la science fait de bien ou de mal? Je pense qu'on devrait tous les envoyer regarder ta chaîne, non? Oui, venez. C'est une publicité déguisée, quoi. Tu vois comment il rabat le débat en fait vers ce qui l'intéresse. Allez-y. Je suis pas du tout en train de vous dire qu'on a une émission live demain soir à 21h. Alors, franchement, le théorème de Gödel avec un mathématicien. Là, c'est pas du tout mon temps de. Bref, voilà. Ça, c'est fait. Hein. On va peut-être revenir au live de Pharos, on ira à la tronche en live demain. Là, vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment un problème. On constate qu'il y a une méfiance des élites et en particulier de la science. Après, tu vois, savoir si c'est le cinéma ou la fiction ou les médias en général
qui ont poussé le public à être de plus en plus obscurantiste, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce que le public est plus Sachant que obscurantiste que les médias ont tendance à pousser l'obscurantisme? Moi, j'ai plutôt tendance ça à rejoint la être dans question. la deuxième catégorie, tu vois. Mais ça rejoint la bon, question, est-ce que les médias ils créent des fictions, ou alors est-ce qu'ils créent des attentes, ou alors est-ce qu'ils répondent aux attentes qu'ils essaient de décrypter? voilà. Moi, je suis plutôt Ça- partisan de la deuxième réponse, quoi. C'est-à-dire Pas les médias répondent aux attentes. Mais alors là, je vous préviens, on en a pour toute la nuit, hein, si on commence à discuter de ça. Mais je pense que on est au cœur bon, le lien science, société et fiction, c'est le cœur du sujet, je pense. Hein. On peut prendre au moins 10 minutes pour en parler. Hein. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Yoann, parce que justement, par exemple, l'image du savant fou, elle est extrêmement ancienne, et c'est pas récent du tout, quoi. Tu vois? Ah non, j'ai pas dit ça. Hein. Je dis juste que, si tu veux, le renouveau de l'obscurantisme, cette espèce de peur de la science, le fait que ce soit forcément mauvais, etc., selon certains courants politiques, etc. Et Moi, je pense que ça vient pas. ça, pas je que ça pense que ça vienne vient plus de la culture que du média, quoi, si tu veux. Ouais, je pense pas que ça vienne des œuvres, je pense que ça vient tout simplement des erreurs de certains organismes, quoi, tout simplement. Hein. Par exemple, par rapport on va parler, je sais pas moi, des vaccins, par exemple. Ouais. Beaucoup de craintes autour des vaccins. Et il faut dire que les organismes pharmaceutiques ne sont pas toujours très dans le niveau de leur éthique, voilà quoi. Donc forcément, après, il y a des craintes qui se forment par rapport à ça. Je pense que c'est pas vraiment les œuvres elles-mêmes. Après, il y avait un film Ça dont peut entretenir, par contre, ça peut entretenir. Voilà. il y avait un film dont j'avais parlé quand on avait préparé le live, c'était Le Syndrome chinois, qui est un film au final, c'est un film catastrophe assez mauvais. Où dans une centrale nucléaire, au fait, il se passe le réacteur fond. En fait, donc à l'époque, c'était de la SF, hein, c'était jamais arrivé. On était à la fin des années 70, etc. Donc le réacteur fond et le magma d'uranium qui est du coup fait par le réacteur se met à descendre dans la croûte terrestre. Et les mecs se disent sérieusement, ben s'il descend jusqu'en bas, il va finir par ressortir de l'autre côté, donc en Chine, parce que ça se passe aux États-Unis, tu vois. Donc le magma va traverser toute la Terre, tu vois. Et donc ils appellent ça le syndrome chinois. Le film, comme je vous le disais, il est pas bon. Par contre, il a une énorme chance, entre guillemets, c'est que 2 semaines après sa sortie, en fait, il s'est passé un accident nucléaire sur le territoire américain. Il s'est passé Three Mile Island. Super. Voilà. Ça des courses, la population américaine, l'opinion américaine s'est un peu renversée par rapport à l'industrie nucléaire. Et aujourd'hui, l'industrie nucléaire aux États-Unis est quasiment inexistante, hein, comparé à l'industrie du charbon et du pétrole, c'est peanuts. Et le film en a grandement profité. Alors après, est-ce que le public américain est devenu plus ou moins anti-nucléaire à cause du film ou à cause de l'accident, ou à cause des deux cumulés? C'est une grande question. Mais toujours est-il qu'on sait que le film a grandement profité de l'accident. Quand tu vois les chiffres du box-office, Ouais. le lendemain de l'accident, tout le monde allait voir le truc pour se dire putain, si ça se passe comme ça, on est mort quoi. Enfin, en tout cas, les Chinois ils prennent très cher, c'est sûr. mais là, on a eu un cas comme ça, un peu bizarroïde, où par une coïncidence, au fait, peut-être qu'un film a eu une grosse influence sur tout un pan de la technologie dans un pays. D'accord. Voilà. Oui, Merci pour l'analyse historique, c'est super intéressant. Après, on vous conseille pas du tout ce film, effectivement. Il est vraiment pas bon, quoi. Il est vraiment pas bon. En fait, ce qu'il vous a expliqué, c'est tout l'enjeu du film, quoi, c'est les 15 dernières minutes, quoi, en gros. Le reste, c'est chiant, quoi. Il n'y a même pas de magma. Il n'y a même pas de nucléaire. Et il n'y a même pas de Godzilla, parce que Godzilla, c'est à peu près la même histoire. Dans la version originale, Godzilla, ouais, c'est des essais atomiques. Enfin, alors, je crois dans le premier c'est dû à la bombe. Je sais plus, ouais, c'est la bombe. Il me semble que c'est la bombe, ouais. Dans le tout premier, je sais plus. Et plus tard, ils ont utilisé le prétexte des essais nucléaires français dans le Pacifique. Oui, bah oui, les films américains, tu vois, genre ils ont fait péter 40 000 bombes dans le Pacifique. Par contre, il a suffi que les Français en fassent une pour que ça crée un lézard géant, tu vois. Mais bon. Les Français, quand ils va me dire. C'est le même principe, ce film-là, où il y a effectivement une grosse créature qui sort à cause des essais nucléaires. Oui. Il y a cette idée. Enfin, je pense que le nucléaire fait partie des principaux sujets qui ont été victimes des fictions. Il n'y a pas d'autres. Qui ont été le sujet de réflexion. Été victime. Il n'y a pas beaucoup de films, cible en tout cas, cible.
Mais La fiction, je suis pas convaincu, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des masses, en fait, finalement. les films sur le nucléaire, enfin, Alors, des voilà. films ou peut-être des pas sur le séries. nucléaire précisément, mais beaucoup sur la radioactivité en général, ça y en a eu effectivement énormément. Ça commence dès Tarantula en 1955, puis ça s'étend loin, même si aujourd'hui les thématiques c'est plutôt sur les manipulations technologiques. Ça a un peu changé. Du coup, je La reformule. Est-ce génétique et que tout vous ça. connaissez des films ou des séries qui présentent sous un jour positif l'industrie ou la technologie nucléaire? Est-ce que ça existe? Nucléaire. Voilà, enfin le nucléaire, que ce soit Hmm. l'énergie nucléaire, quoi, la manière de produire Ah, de je vais l'énergie. me creuser la tête. À la rigueur, t'as Retour vers le futur avec la bagnole volante Ouais, à c'est fusion vrai. de banane, de peau de banane, quoi, tu vois. Mais, mais bon, c'est un peu, je vois pas trop, quoi. Du marche à l'uranium au début, je crois. Ouais, au début, ouais, il leur faut du plutonium Plutonium, militaire, ouais. et puis après, ils font ouais, de la fusion de peau de banane, quoi. Ils mettent avec une canette de coca, et puis ils volent pendant des millions de kilomètres, quoi. Mais je pense que c'est à peu près la seule que j'ai en tête, quoi. Généralement, c'est plutôt un gros danger qu'il faut manipuler avec attention. Iron Man, on dit dans le chat, apparemment. Ah bon, Iron Man, Oui, c'est vrai il a son petit réacteur à lui et c'est pas ça qui le tue, c'est plutôt les shrapnels qu'il a dans le corps. Donc, ah d'accord. encore qu'il prend des pilules contre les radiations, je crois. Et dans le 3, il enlève Ce qui est quand même normal. même dans son cœur. Ah oui. Et autre question à peu près du même type, mais sur la génétique. Parce que je crois que c'est Louis qui a lâché le mot, en effet, c'est un thème qui revient souvent. Est-ce que vous connaissez des œuvres qui mettent un côté en lumière positive la génétique ou pas? C'est comme je te disais tout à l'heure, c'est difficile parce que la plupart du temps, c'est quand même plus le côté négatif qui ressort parce que on veut créer des émotions chez les spectateurs. Donc en général, Scénaristique. Et on veut provoquer la réflexion aussi. Donc alors, forcément. on sait, Gull nous l'a appris, c'est que le cerveau, il est fait pour être très réceptif à la peur, à la crainte et tout ça, quoi. Donc, si on veut attirer l'attention, c'est plus par ces biais-là que les scénaristes vont passer que par un truc positif. Oui, mais ça pourrait être, tu vois, la génétique apporte la solution à la fin. À la fin. Le film est super angoissant, et à la fin, la génétique apporte la solution. Ça pourrait être ça. Est-ce que ça existe? Euh, Indirectement, donc la génétique elle-même, non. Je pensais à la guerre des mondes, mais c'est pas vraiment la génétique. Vraiment la c'est génétique, pas- ouais. Non. non. Je réfléchis, mais je pense Mais pas. quand tu dis positif, Mendax, quand tu dis positif, c'est positif pour qui? Positif pour le héros, positif pour l'humanité, positif science. pour la Ah, de manière- science. Il y a une au image, moins- une image positive qui en ressorte, quoi. Voilà, au moins pour le héros, puis maintenir transitive pour la société qui est derrière. Est-ce qu'on a donné dans la fiction une place à la génétique pour dire qu'elle apportait des choses, tu vois? Parce que du point de vue de l'agriculture dans le monde, la génétique a sauvé des millions de vies, par exemple. Mais ça, personne ne le sait. Ouais, mais tu dis ça parce que t'es un Si. actionnaire de Monsanto, mec, c'est bon, quoi, on le sait tous, quoi. Non, mais hors de Monsanto, En tout cas, si ça se retrouve, ça va pas être le sujet principal du film. Peut-être qu'on peut trouver dans les décors du film, Oui, oui, voilà. telle personne a été sauvée grâce à la génétique, mais au final, le sujet du film, il faut que ce soit un truc négatif pour qu'on puisse réfléchir et avoir des émotions. Donc ça va forcément être négatif, que ce soit justifié ou pas. Spider-Man, oui. modification génétique comment ça s'appelle, de l'araignée. Grâce à une araignée radioactive, et Voilà. la génétique et la radioactivité, c'est magique. Bah, oui, en fait, il est piqué par une araignée radioactive et du coup, il commence à grimper au plafond et tout, quoi. Oui. Et Dans mais l'ancien- t'as Zep qui a sorti dernièrement sur son blog, justement, un truc sur ça, sur les super pouvoirs, en disant, oh, putain, Hulk, il se prend il se prend une irradiation, il devient super fort et tout vert, alors qu'en général, quand tu prends une irradiation, tu perds plutôt tes cheveux et basta, quoi, tu vois. J'ai vu ça. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est Hulk, c'est pas forcément super positif, quoi. Oui, Hulk, c'est assez Pas envie. particulier. J'ai pas envie. Moi, comme exemple de film dans lequel la génétique est montrée de façon un peu positive en tout cas pour le héros, c'est Bienvenue à Gattaca. Oui, c'est dit dans le chat aussi. Mais Ouais, enfin, le héros, justement, il est un petit peu en dehors du truc, quoi. Par contre, t'as Le Captain héros America, anti-héros, quoi. Captain America, où lui, il est modifié génétiquement, quoi, le mec. je trouve que dans Nagataka, c'est pas positif du tout, en fait. Ça donne Ouais, Nagataka, c'est l'horreur absolue, c'est la Ouais. génétique au pouvoir, c'est c'est l'eugénisme. C'est l'eugénisme total. c'est- En fait, si tu veux, ce qui est J'ai pas dit important dans que ce c'était film, c'est qu'il te montre, justement, il te montre que, regardez, on arrive à faire plein de trucs, on arrive à aller dans l'espace et tout, grâce à ça, mais à côté de ça, tu te dis, putain, mais est-ce que ça en valait vraiment la peine, quoi? C'est-à-dire que, pour faire du piano, maintenant, il faut avoir 6 doigts, tu te dis, bon,
Est-ce Alors que- oui, est-ce qu'il évidemment, fallait- là, c'est toute la réflexion qui se porte autour de est-ce que la génétique est bonne à long terme pour la société ou pour l'humain. C'est toute la question qui se pose. Mais en tout cas, pour le personnage principal, lui, il va pouvoir accomplir son rêve grâce à justement cette empreinte. C'est le bon mot. Enfin, cet Oui, mais- emprunt qu'il fait à la génétique. Enfin, je suis pas d'accord avec toi parce que là, il doit être faussaire, il doit être un dégénéré, enfin voilà, enfin, il doit tricher avec le monde pour gagner une place, alors qu'il est assez bon pour le faire, et que la génétique, justement, l'en empêche. La génétique, c'est l'ennemi dans le film. Et, Oui, oui, je suis d'accord avec ça. j'ai adoré le film, hein, c'est pas la question, c'est un Oui, non, très mais effectivement. Hein. Bah, alors, Mais- je vais re-regarder le film. Je reviens dans 1h30 du coup, bon. Ok. et après on en reparle. Et peut-être que ça nous a, à moins que vous vouliez rebondir là-dessus, ça nous amène vers le troisième thème, qui est celui où la fiction fait mal à la science. Alors, que ce soit volontaire ou involontairement, si vous voulez, on passe à ça ou on développe un petit peu les. Bah, on a commencé en fait. Hein. C'est ça, on est déjà Ouais. dedans. Mais voilà, au-delà de l'image, Alors oui, j'aurais peut-être eu une autre chose à dire juste avant qu'on y passe, mais du coup je vais le faire rapidement. Vas-y. C'est par rapport au thème donc, que vous avez évoqué. Je pourrais donner deux autres exemples de films que je vais faire rapidement. Donc que ça peut illustrer des peurs de la science, ça peut illustrer, comme vous avez dit, des peurs des applications technologiques. Donc le dernier exemple qui est en date, c'est le début du film Ant-Man, où on voit une vidéo de politique de l'industriel qui explique que grâce à la technologie qu'il a découverte, il va pouvoir faire la guerre. Donc du coup, dans cet exemple, ça illustre la peur de l'application technologique. Et à côté de cette peur, il y a une deuxième chose qui peut être illustrée, donc ça aussi vous en avez parlé, c'est un peu la peur de la gestion des risques par les scientifiques. Comment est-ce qu'ils veulent gérer ça? Mais dans les films super-héros, il y a souvent cette ambivalence. En fait, il y a le côté science en fait qui peut être accaparé par certaines personnes qui sont mauvaises et donc du coup en faire quelque chose de mauvais. Et quand ça arrive entre les mains de quelqu'un de bon, ben, ça en devient quelque chose de bon, quoi, tout Mais simplement. alors qu'il le fait jamais exprès en général, hein. Il y a que Captain America qui est plus ou moins volontaire pour se faire transformer, mais sinon les autres à chaque fois ça leur arrive sur le coin de la tronche. Plus ou On peut moins, faire ben, il y a quoi. Thor, ouais, c'est différent, c'est pas la technologie. Thor, non, Thor, lui il est né comme Pas ça. la technologie, ouais, c'est pas la mais technologie. Robocop, Mais, par exemple, c'est typiquement une critique de la science utilisée dans l'industrie. Enfin, Dans le commerce transhumanisme. d'Afrique. Ouais, c'est aussi sans une lui-même. critique de la privatisation de tout ce qui est police, etc., qui est commencé à cette époque-là. Voilà. En plus, derrière, tu as un méta-message sur le système hollywoodien. Enfin bref, C'est plus riche que Ouais. ça, bien sûr. Voilà, c'est le des violents, quoi. C'est Verhoeven, tu prends du sang plein la tronche pendant 2h30 et faut réfléchir après en disant attends, tiens, entre les éclaboussures de sang, il y avait des trucs intéressants. Oui, c'est un film qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut. Ah ouais, non, mais Verhoeven, il est spécialiste là-dedans. Enfin, tous ces Ah. films, tu t'en prends plein la tête pendant Starship Troopers. 2 heures, quoi. Starship Troopers, c'est Ah oui. kiff-kiff, quoi. C'est terrible. Mais ces films, ils sont super bons, quoi. Et qui ont une réflexion derrière. Il y a beaucoup de machins français tout moumou du genou qui ont pas ça. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Mais Verhoeven et Starship Troopers, pour ceux qui ne le savent pas, pour vous dire, ça date des années 90 et quelques. À l'époque, 90, ouais. j'ai quand même lu des critiques qui disaient que c'était un film qui était néo-nazi. Oui, Starship Troopers, c'était nazi, ouais. Profondément débile pour pas comprendre que toute l'ironie qu'il y a dans le film. Mais voilà. Juste, c'est Alors, un film qui a une mauvaise presse terrible, alors que l'œuvre originale, elle était beaucoup moins. J'ai un copain En que général, elle est ambivalente parce que Heinlein, donc il a écrite. À côté de ça, il a écrit aussi Révolte sur la Lune, qui est un pavé anarchiste, quoi. Et en plus, le truc, c'est que tu vois les deux bouquins côte à côte. Starship Troopers, il fait 200 pages. Révolte sur la Lune, c'est un bloc, quoi. C'est une putain de bible, le truc. Hein. Et donc, tu sais pas trop au final ce qu'il a voulu faire, Heinlein. Et jusqu'à la fin, on n'a jamais trop su ce que voulait faire ce mec-là, en fait, dans sa vie. On sait qu'il a raté sa carrière dans l'armée parce qu'il a pas pu le faire pour des causes médicales, mais on ne sait pas trop quelle était son opinion vis-à-vis de tout ça, en fait. C'est très bizarre. C'est une œuvre assez bizarre. il y a le truc dans Starship Troopers qui peut être gênant. Et c'est moi personnellement, j'ai un ami que j'estime intelligent, par contre, tu vois, qui a pas forcément vu le côté nazi, mais qui a vu le côté au contraire, Totalitaire. ouais, totalitaire et surtout l'extermination Ah oui. totale De l'insecte. et, Oui, l'extermination de l'autre espèce. de l'espèce qui est un peu intelligente quand même tout de même. Ah oui, oui.
Bah, Et il donc- montre bien dans les vidéos sur la Terre que c'est comme dans la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est vraiment de la propagande pour tuer les autres, alors que finalement, ils auraient pu s'entendre avec eux. Peut-être pas. Si, à un moment, on se Ouais, dit, ouais, ouais. ah tiens, Non, mais- ça aurait pu, mais finalement non. On sait pas trop, mais effectivement, il lance la perche. Personnellement, je vois les extraterrestres Mais Starship le- Troopers, j'ai pas envie de jouer aux cartes avec eux. Hein, mais bon. Voilà, donc là, c'est pour ça que je suis pas tout à fait. Mais c'est vrai qu'il lance la perche à un moment donné, c'est possible. Mais en tout Oui, à cas, un moment, il lance la perche en disant qu'en fait, les insectes, ils se défendent. Que les oui, humains, les c'est vrai. attaquent un peu, Je me qu'ils rappelle, défendent. t'as raison. Ouais. Et c'est vrai qu'ils le disent. Mais bon. Donc après, c'est Ça, je veux difficile dire de que s'entendre avec eux. Le truc, c'est que t'as quand même un truc qui est important dans un film, c'est le final et la morale que tu retires du final. Et là, effectivement, le final du film est hyper héroïque en fait. Tu n'es pas en train de te dire oula, mais ils ont exterminé. Non, tu t'en bats les couilles quoi. Tu dis Oui, putain, le ils ont côté gagné. réflexion. On le retrouve plus Là, dans un c'est film pas une- comme c'est La pas- Stratégie Ender, par exemple, comme le dit Nicolas. Ça a le Je même vais thème le que dire. Starship Troopers. Mm. C'est des insectes aussi. Mais finalement, à la fin, le héros, il se sent un peu coupable. Il se dit, ah ouais, en fait, j'ai comme tué une planète entière. Ouais, non, je trouve que c'est mieux réussi. Pour la fin plus réussi. Après, effectivement, moi j'adore Starship Troopers, c'est pas le problème. Mais je comprends qu'il y a des gens qui puissent avoir un problème avec ce film quoi. D'accord, c'est moins immédiat comme lecture peut-être. Mais je trouve qu'il a eu un procès qui était pas tellement juste. Non, mais bien sûr, parce que de voir le côté nazi et tout, on voit, enfin, c'est vraiment de la caricature, quoi. Donc, Tout c'est le bon, long. il a eu un procès, c'est qui a dit ça, quoi? C'est un mec de Télérama, le mec à partir du moment où c'est américain, il dit qu'il est contre. Oui, oui. Donc, Il de est toute presque façon, plus visible que c'est des baisse d'entrée, quoi. cathédrales, alors forcément. Mm, mm. C'est possible. Pour revenir un peu sur Oui. le thème d'après, au-delà de l'image positive ou négative de la science, pour revenir un peu sur le côté un peu acuité, précision, est-ce que la science dépeint correctement ce que fait la science à l'heure actuelle, dans le passé et dans l'avenir? Est-ce qu'on a des exemples de films qui montrent vraiment ce que c'est que le travail de la science? Le travail, tu veux dire, au niveau de la démarche et tout ça, on en a Ouais, parlé tout à l'heure. un peu comme tout à l'heure, mais où vraiment qui met en scène un scientifique qui aurait des réactions scientifiques, quoi, qui serait pas typiquement Prometheus, pour parler d'un film absolument nul à chier. Le biologiste de l'équipe du Prometheus, il voit un cadavre des intéresse par terre, il part en courant, alors qu'il était venu là pour ça. Et après, il voit une espèce de bestiole bizarre dans une grande pièce totalement glauque, qui fait, ressemble à une bite avec des dents. Il dit, Tiens, il je a- vais mettre un doigt dans le nez pour voir ce que ça fait. Alors, voilà, au-delà de la psychologie, elle est nulle, c'est niveau zéro, et en termes de démarche scientifique, lorsqu'il est venu pour voir les extraterrestres, il n'a pas une réaction de scientifique. Est-ce que, alors que ça existe certainement des films qui mettent en œuvre des gens qui ont vraiment une démarche qui correspond à ce qu'on peut attendre de la science. Bah, à la rigueur, On parlait de Primer tout à l'heure. tu as des personnages qui suivent la science vraiment comme il faut, mais c'est des personnages en général qui sont assez chiants parce que faire de la science, malheureusement, c'est moins sexy qu'en vrai. C'est moins sexy que dans les films. Le dernier en date, où qui te montre bien que c'est quand même, quand tu commences à partir vraiment dans la science, ça peut être l'œuvre de toute une vie, c'est Interstellar, quoi, avec le pauvre mec qui reste au bord de sa navette pendant que les gars vont faire les cons sur une île pleine de vagues. Et quand ils reviennent, le mec, il a étudié pendant 21 ans, on sait même pas ce qu'il a fait en plus. Le mec, il étudie pendant 21 ans la physique d'un trou noir, on sait pas c'est quoi ses conclusions, on sait rien, quoi. C'est-à-dire que le mec, Je sens que tu veux nous parler d'Interstellar qu'on nous a vendu comme étant un film qui était vraiment réaliste. on peut parler du réalisme derrière, mais toujours est-il, moi je parle plus de l'image du pauvre scientifique qui reste planté dans sa navette pendant 21 ans. Au final, donc le gars, on le voit, il est devenu, pour être tout seul à bosser, il est devenu à moitié maboule. Et le pire, c'est qu'on sait même pas ce qu'il a trouvé, quoi. On peut pas savoir. Il faudrait qu'il invente des trucs là. Voilà, mais on sait pas ce qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire, le mec, on sait qu'il a bossé, et qu'il était à Donf pendant 21 ans, mais peut-être qu'il a rien fait. Et c'est peut-être la meilleure image scientifique qu'on a. C'est peut-être un mec qui, en général, un scientifique, c'est un mec qui va travailler pendant 40 ans et puis tu auras Qui veut rien trouver. La science n'est connue pour être l'activité qui a le plus faible rapport. Attendez, je calcule le plus Travail, rapport. réussite. Le plus rapport. plus faible rendement. Non, pas Le plus réussite. faible, voilà, le plus faible rapport entre ce que tu produis et le temps que tu passes à le produire. Qu'est-ce que c'est frustrant. Il n'y a pas pire. Voilà. Mais... Il y a Je pensais peut-être que YouTube, demander mais, si c'est banal, mais. Moi aussi, ouais. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur le Interstellar. Non, voilà, Interstellar ou sur Sur cette thématique-là, la question, est-ce qu'on a vraiment un personnage
emblématique ou pas, qui réagit comme un scientifique. Pas forcément dans un labo, pas forcément dans une démarche vraiment rigoureuse, mais On- au moins des réactions scientifiques. Bah, On tout à l'heure, parlait de Dr. on a House, parlé Dr. House et Sherlock House, Holmes qui sont très portés sur la déduction, sur des réflexions de logique, etc. Sherlock Ça- Holmes, je trouve on est presque dans la divination et il fait beaucoup d'inférences qui sont totalement. Enfin, c'est de la grosse devinette, quoi. Ouais, Pour moi, dans les bouquins, en fait, c'est de pire en pire, en fait. C'est ça le truc, c'est que Oui. l'auteur, merde, j'ai son nom au bout de la langue, je suis désolé. Conan Doyle. Conan Doyle, à la fin de sa vie, était porté sur le mysticisme à donf. Eh oui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, Sherlock Holmes devient une espèce de médium qui devine les trucs à 3 km. C'est un peu gênant. Mais à côté de ça, t'avais des enquêtes au tout début où le mec il se déguise et tout. C'est assez costaud, quoi. Alors, il y a la série Fringe où il y a un scientifique qui chapeaute un petit peu le truc, mais il y a des trucs un petit peu douteux quand même des fois. Ouais, Fringe, puis bon, à l'image, bonjour, quoi. Qu'est-ce que vous pensez qu'en plus c'est d'actualité de Scully, qui a quand même Scully le rôle d'être Celui de X-Files. X-Files, voilà. X-Files. Non, je trouve pas En qu'elle fait, parce que démarche elle est en limite scientifique. trop sceptique. Je vais te faire mal, hein, Mad Max, mais elle est limite trop sceptique, quoi. C'est-à-dire que elle voit des trucs et puis elle est encore en train de dire est-ce que je l'ai bien vu? Tu fais. Ouais, non, ouais, elle croit pas en fait. C'est juste, c'est pas qu'elle. même plus, elle y croit pas. Il y a des moments où tu fais, mais, enfin, meuf, tu vas Ouais, te voir, quand on veut des tu vas choses voir un surnaturelles, putain de il y a fou besoin qui de va décoller preuves. en face de toi, là. En gros, si on voulait avoir une caricature de sceptique qui croit jamais rien par principe, on aurait Scully. Voilà. Mais là, ce serait même D'un autre ouais, là, côté, ce serait quand même on voit des pire choses que ça, quoi. extraordinaires, il faut des preuves extraordinaires. Donc ça peut se justifier un petit peu. Ouais, mais quand elle voit un vaisseau extraterrestre à la fin de la saison 1 et qu'après c'est comme si elle avait pas vu. Ah oui, ça je suis d'accord. Voilà. Voilà. Et d'autres fois, elle est convaincue vachement vite. Enfin, je trouve que voilà, elle sert d'alibi scientifique et C'est un peu du vent. Ouais. je trouve aussi voilà, que c'est Bah, c'est juste pour donner en fait un pendant à Mulder en fait. C'est tout. C'est juste narratif quoi. on est d'accord. On en revient au fait que les œuvres sont à la base des œuvres narratives, donc le but, c'est pas vraiment forcément de parler de science, c'est plus d'utiliser la science pour en faire autre chose, quoi. Mais pour parler de films qui parlent de science, et là, enfin, on a bon, pour l'émission, on a mis de côté 3 films particuliers, et je pense comme on a encore pas mal de temps, on va pouvoir en parler. C'est Interstellar, on a commencé à en parler, Gravity, je pense que Nicolas a pas plus d'habitude dessus, et Lucie, Oui. qui sont 3 films récents, voilà, qui ont vraiment comme thème principal quelque chose qui est vraiment étroitement lié avec la science. Alors quelqu'un peut commencer Bah, on peut continuer Interstellar peut-être. Interstellar, voilà. Mais il y a eu, par rapport à l'image donc peut-être mauvaise, il y a eu la manière dont Interstellar a été vendu, quoi. Oui. Parce qu'Interstellar, il y a eu toute cette histoire en fait autour de l'hyperréalisme d'Interstellar et surtout de la représentation du trou noir, où il y avait Kip Thorne qui travaillait dessus, etc. Et qui au final, c'est Jean-Pierre Luminet qui avait fait un article sur un blog, il me semble, sur son blog, qui expliquait que non seulement lui, il avait déjà fait une représentation dans les années 80, mais qu'elle était en plus plus fidèle à la réalité, quoi. Donc il y a eu un petit peu un débat par rapport à ça, etc. Le truc, c'est que moi, personnellement, je considère que c'est une mauvaise interprétation. Alors déjà, ça a été mal vendu, effectivement, mais c'est aussi une mauvaise interprétation. C'est que quand on dit la meilleure représentation d'un trou noir, c'était surtout par rapport à la technologie, c'est-à-dire la manière de représenter par pixel, quoi, la finesse en détail, etc. C'est très beau. Hein. Sur le plan esthétique, ils ont fait un truc super joli. Il n'y a pas de ça, il y a C'est pas vrai de qu'il est souci. joli. C'est peut-être la meilleure façon de le faire. C'est peut-être la meilleure façon de le représenter. Après, c'est pas la façon réaliste. Sachant qu'un trou noir, le principe c'est qu'on le voit pas, Oui, donc c'est ils forcément vendaient une quand même- représentation. Il parlait réaliste, hein, dans la manière dont c'était vendu, ils utilisaient ce mot réaliste. Oui, non, mais Mais c'était après, on pour va moi, revenir c'était sur l'idée- Gravity, mais Gravity, c'est le même problème. En fait, ce sont des films qui ont été vendus pour leur réalisme, alors qu'ils ne le sont pas. Oui, Et c'est gênant, c'est gênant. Alors, sur Interstellar, ça m'a un peu moins gêné dans le sens où ils sont pas en train de faire du blabla scientifique tous les 30 secondes. Ah, si, quand même. Quand même énormément, Quand hein, même, ils passent c'est leur moins temps à dans- balancer des phrases. c'est Pas pas toutes les dans 30 secondes, Gravity. mais quand ils en font une bonne. Ouais, trouve qu'ils en font Voilà. plus que dans Gravity, hein. Et encore, mais carrément franchement, plus que dans Gravity. les tartines scientifiques que t'entends, elles sont vraies, quoi. C'est-à-dire quand les mecs ils te font une tartine Oui, scientifique, voilà. c'est sur un trou noir, c'est c'est très rond, intéressant, c'est sphérique. Interstellar. Quand ils te font un truc sur la dilatation du temps, c'est pareil, c'est la relativité générale et c'est vrai.
Gravity, quand ils te de la font un théorie truc, un blabla scientifique, tu te facepalmes, toi, tu fais merde, qu'est-ce que tu me racontes là? C'est complètement faux, quoi. Par Donc, exemple, Mais par rapport à l'amour, quand il parle de l'amour qui transcende, qui traverse l'espace et le temps, quoi. C'est ça que tu veux soulever comme. Mais là, c'est de la Ça, poésie, ça, c'est de la science. ça, c'est Mais non, mais là, Interstellar. il est montré comme quelque chose de scientifique dans le film, par contre, tu vois. Euh, ouais, C'est comme la vrai réflexion que cette partie-là, c'est scientifique. pas mis sur le même plan, je dirais, quoi. Non, parce qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Je pense qu'en tant que spectateur, on arrive Alors, très bien. nous, on sait très bien, mais est-ce que le spectateur lambda qui vient et qui a vu la promo que le film va être super réaliste, est-ce qu'il va être au courant que c'est pas vrai? Je pense que quand même, l'amour. Ouais, je Alors, pense que quand même là. Je pense que non. Pour avoir discuté avec des personnes, non. Ah ouais, tu crois? D'accord, il y a beaucoup de gens qui vont mélanger les choses. Bah, Ouais. vu que là, il y a un peu Interstellar et Lucie, pour avoir discuté avec des gens qui avaient vu Lucie, il y a certaines personnes de ma famille qui m'ont dit ah ben oui, ça montre que c'est peut-être possible. Et du coup, ils n'étaient pas du tout au courant que c'était un mythe. Ils n'étaient pas du tout au courant Eh oui. que c'est pas vrai. Ah bon, c'est un mythe? Voilà, c'est pas typiquement ce genre de questions. Mais Nous, Lucie, en elle tant a- que scientifiques, on est au courant que c'est un choix scénaristique de prendre ça. Mais vu qu'il est mal vendu, eh ben, les gens ils peuvent croire que c'est vrai. Ça propage des mythes. Et pour certains de ces mythes, c'est même carrément dangereux pour la société. D'accord. On va Après, les là, prendre dans l'ordre. On va les on prendre dans parle l'ordre. Là, oui, voilà. On parle de la manière dont c'est vendu, mais après, on peut aussi reprocher certaines choses à l'œuvre elle-même, hein. C'est ça. Donc dans Interstellar, il y a quand même. Voilà, on va aller dans le vif du sujet parce que c'est intéressant. On a parlé du trou noir et de la manière de le représenter. Donc ça, c'était un argument de vente. On a vu qu'il était un petit peu survendu. Moi, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé dans le film. Est-ce que vous, il y a des choses vraiment dans la manière dont on présente ce qui se passe dans le film, est-ce qu'il y a des choses complètement pas possibles ou au contraire des choses vraiment bien foutues Il y a, non, mais après, il y a des trucs qui sont très bien foutus. Il y a justement la dilatation du temps avec le fait que le mec qui passe 21 ans tout seul. Limite, j'ai trouvé ça sous-exploité. Il y avait moyen de faire des trucs, dans ma Moi, tête, j'ai- je voyais des trucs beaucoup Totalement, plus- il y Moi, ce que j'ai des choses très 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 intéressantes dedans. Mais Moi, j'ai trouvé après, très intéressant, la dilatation avec du le délire à la fin où c'est à moitié déiste parce qu'en fait, c'est des gens qui leur envoient des trucs pour se sauver. On sait pas trop pourquoi, ni comment, ni c'est qui. Ah, c'est un peu mystique, hein, à la fin, c'est sûr. C'est Il a bon. suivi le schéma de 2001, quoi, c'est tout. Et il a Oui. fait tout un début, en fait, dommage. qui est très scientifique, et puis à la fin, par contre, c'est fantasmagorique, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup chagriné dans Interstellar, c'est le fait qu'il puisse faire jour dans une planète qui gravite autour d'un trou noir qui, par principe, n'envoie pas de lumière. Ouais, Ah, non. si. Moi, ça marche pas pour moi. Ah, si, c'est faisable. Je veux Avec bien qu'on l'accélération des particules qui fait de la lumière. C'est faisable. Ah ouais, mais dans ce cas-là, ces C'est particules sont amplement excitées, faisable. c'est excitant. Oui, alors effectivement, c'est faisable, mais comme c'est D'ailleurs, pas tu vois que le trou noir précisément est entouré de explicité- lumière. Le trou noir est entouré de lumière, hein, dans le- Ouais. Ouais, mais ça, c'est Non, normal. ouais, C'est l'accélération qui fait que il peut y avoir de la lumière. La Et, matière, avant de passer l'horizon, est chauffée extrêmement fort, donc elle brille comme une étoile. Est-ce que c'est suffisant du coup pour éclairer une planète comme en plein jour du coup? Bah, si ça Bonne est question. comme une étoile, mais vu la taille du trou noir, je pense que c'est possible. Non, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Ok. Là, Alors moi, par contre, j'ai une autre question. Parce que du coup, on sait que le temps se dilate avec la gravitation. Donc lorsqu'on s'approche d'un trou noir et qu'on s'approche vraiment très, 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 très près, là où la gravitation est forte et qu'elle déforme l'espace-temps, on modifie du coup le temps. Mais comment ça se fait que la planète qui gravite, elle est affectée par ce temps qui est dilaté? Bah, parce qu'elle est relativement proche. Elle devrait être carrément dans le trou Il n'y a noir. pas de Moi, souci. il y a un truc comment c'est possible que Mais en fait, au plus tu te rapproches, au plus non, mais le temps, attends, il en dilate. orbite, on a un vaisseau qui est en orbite autour de la planète, donc qui est à quelques milliers de kilomètres de la planète, et sur la planète, dès qu'on est en surface, paf, le temps est dilaté. Non, en fait, c'est une question de point de vue, c'est la relativité générale. C'est-à-dire qu'en fait, pour le mec qui est dans sa station spatiale, lui, quand il voit ses collègues en bas, il les voit se bouger super lentement. C'est-à-dire qu'il les voit, les quelques pas qu'ils font l'accélération de la Je navette, sais. ils mettent 20 ans à les faire. Comment tu justifies ça? Ils sont pas plus près du temps, ils sont plus près de la planète. Ben, Tu vois Pour moi, j'ai pas non, compris. c'est pas par rapport à la Non, planète, non, c'est par c'est rapport pas au trou noir. C'est par rapport au Oui, trou noir. non, Le trou noir est plus je proche je recommence ma phrase. On a un vaisseau qui est en orbite autour d'une planète. Il tourne Oui. autour. Le vaisseau, Non, il est pas non, il est pas autour de la planète. Il est pas autour de la planète. Il est, il est plus loin. il le laisse dans l'espace à perpète les oies et ils vont sur la planète. Mais lui, il est en orbite autour du trou noir ou un truc ainsi, mais Et il est donc pas autour de la planète. c'est possible ça qu'une planète soit en orbite et que la déformation du temps soit assez forte pour modifier le temps si loin de l'horizon du trou noir. C'est Oui, possible. tout à fait. Ah oui, ça, mais on se rend pas compte, en fait, un trou noir, la force que ça.
Et donc, il y a un mec, il y a déjà quelqu'un qui l'a dit dans le chat, c'est qu'en fait, un trou noir, en théorie, tu peux pas rentrer dedans parce que tout simplement, Le quand temps tu vas s'arrête. te rapprocher, le temps va devenir infini. Oui. Et du coup, il pourrait marcher éternellement, il se rapprocherait pas du truc, quoi. Bon, entre-temps, en fait, la gravitation les aurait déchirés de toute façon, mais le temps, en fait, se déroule de façon D'un infinie. point de vue extérieur. Mais pour lui, par contre, il se fait déchiqueter, quoi. Ah ouais, Oui, ouais, c'est ouais. l'image des spaghettis de Rollo que. Oui, c'est ça. Voilà, ce qui nous amène à, Mais la- ça, à ce qui se se passe. demander comment il se nourrit, quoi, finalement. Parce que si le temps s'arrête quand quelque chose rentre dedans, tu vois, Ah ouais, il ouais. n'y a rien qui rentre, quoi, finalement. Mais du coup, C'est très quand- technique. enfin, Ouais, c'est au-delà compliqué. de cette question-là, quand le personnage principal, attention spoiler, rentre dans le trou noir, pourquoi est-ce qu'il n'est pas déchiqueté, quoi? Ah, Parce mais que non, ça, c'est- mais. Parce que C'est Nolan ça, a fumé, en fait. Non, mais c'est c'est pas- non, parce que c'est Nolan parce a que c'est pris pas le- je sais pas réaliste, quoi. c'est ce qu'on disait, Il y a c'est besoin pas dans réaliste. son scénario. Y a Là, pas c'est de la souci. différence entre les sciences réelles et les science-fiction. Et il a décidé la science pour pouvoir apporter une pierre à son scénario pour pouvoir faire avancer son histoire. Il est passé par Mais une. là, c'est le côté science-fiction qui ressort. D'accord, c'est ce qu'on a décidé de croire. Tout à fait. Par contre, il y a le script original d'Interstellar qui traîne sur le net. Si vous pouvez vous le procurer, c'est hallucinant, quoi. Le film, Ouais, à la base, était, enfin, je pense qu'il était vraiment super bon. Enfin, déjà que le film final est quand même pas mal, mais il est pas, enfin, Comment moi, ça je le trouve bon. Dans le film, déjà, le film de la Mario. base, déjà, il y avait deux équipes de cosmonautes, et au fait, les mecs se rattrapaient mutuellement, et notamment, tu avais une équipe de Chinois, en fait. C'était pas encore les États-Unis sauve le monde tout seul, quoi. D'accord, Là, à très la bien. base, t'avais une équipe de Chinois, quoi. Et t'avais des extraterrestres dedans. Oh. Ouais, mais c'était pas mal. Donc voilà. Mais Et- après, oui, après, voilà, Interstellar a été vendu comme réaliste. J'ai trouvé ça moins gênant que dans Gravity, dans le sens où quand les mecs mettent vraiment le doigt sur les points techniques s'avèrent être bons. D'accord. Alors que dans Gravity, quand les mecs ils mettent des points, un doigt sur un point technique, c'est pour te dire une énorme connerie. Et dans Lucie, j'en parle même pas. Donc, Lucie, on finira avec ça, je pense que c'est le truc le plus. on va finir par le meilleur. Mais sur Interstellar, est-ce que d'autres gens veulent intervenir pour parler de ces questions-là? Non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour aussi. On peut passer. Non, on en parlera aux alentours du mois de décembre. Ah, ça aussi, c'est une pub pas cachée, ça. Absolument pas. Mais juste par rapport au scénario auquel tu as eu accès, Johan, est-ce qu'il y a vraiment des grosses choses qui changent par rapport à la science, justement? Est-ce que Non, par rapport à la science, non, c'est pas, c'est une histoire de trou noir, que les mecs sont obligés d'aller à côté, etc., pour voir ce qu'il y a dedans. Et c'est un peu la même chose, c'est un peu les mecs qui sont obligés d'aller dans l'espace pour trouver peut-être la solution à l'humanité parce qu'on leur a envoyé un message, comme D'accord. quoi dans le trou noir il y avait un truc, quoi. Donc ils vont voir. Est-ce que la fin est aussi Les mystique? éventualités à l'intérieur, c'était un peu mystique aussi. Mais du coup, au fait, l'origine de la solution, on voyait ce que c'était. C'était c'était pas quoi, un alors? truc complètement fou. En gros, les extraterrestres, en fait, il y avait un truc qui était à l'avant qui envoyait des messages quand une planète était au bord de l'extinction, etc., quoi. C'était pas déiste, quoi. C'était Ça me fait pas, un peu- C'était pas les humains du futur, quoi. voilà. Ça me fait un peu penser au scénario de Contact de Robert de Zemeckis. Oui, il y a ça aussi. Enfin, Contact, ils envoient pas un message parce qu'il y a une raison particulière. C'est juste qu'ils captent un message et du coup, ils renvoient un truc en retour, non? Du coup, on voit, oui, bien sûr. Mais, Du coup, c'est la prise de contact et la découverte de l'utilisation des trous de verre pour voyager dans l'espace se fait de la même façon. C'est grâce à des extraterrestres qui communiquent avec eux. oui. Et juste pour dire un mot de contact, que j'ai totalement oublié, c'est vrai qu'on en a parlé. Justement, notre invité dans un live précédent a cité Contact parce qu'il y a une scène au début du film où le personnage principal, dont je vais parler, Jodie Foster, capte le signal et elle a une vraie démarche scientifique. Et c'est un film qui est adapté d'un livre de Carl Sagan, qui est un vulgarisateur très célèbre. Très connu. Et justement, Effectivement. tout le sel du film, c'est que pendant tout le début, et ça rappelle un peu aussi le film Red Lights, où tout le début, on a vraiment une démarche où on voit comment pense un scientifique. En l'occurrence, dans Contact, elle doute. Elle se dit, je suis quasiment sûr que c'est un vrai message extraterrestre, mais elle va trouver ses collègues et elle leur dit, prouvez-moi que j'ai tort. Ouais. Elle ne veut pas y croire. Oui, effectivement. Elle refuse de croire à l'hypothèse qui est la sienne pour d'abord douter. Et on a Effectivement, vraiment venant d'un scientifique, c'est pas étonnant qu'il y ait ça dans son bouquin, quoi. voilà, donc, et ça pour le coup c'est vraiment un film qui respecte vraiment le film un peu moins que le roman, mais qui respecte vraiment ce que c'est que penser de manière scientifique rationnelle par rapport à ces questions-là, ce qui est moins le cas peut-être donc de Gravity. On part avec Gravity.
Oui, Gravity. Qui veut Gravity. commencer? Les spécialistes, peut-être. Bon, alors peut-être avant de dire un truc, En fait, moi, je suis d'accord pour qu'un film puisse dire ce qu'il veut, notamment sur le terrain de la science. Pas de souci. En fait, ça dépend vraiment de la façon dont il est vendu. Et Totalement. Gravity, on nous l'a vendu en disant ouais, vous allez voir, c'est vachement bien, c'est super réaliste, tout ça quoi. Et quand tu regardais ça, Sur l'espace et tout. voilà, et quand tu regardais ça, et malheureusement, moi j'ai eu ma petite époque quand j'étais petit, je vais devenir cosmonaute, tout ça. Et les rudiments que j'avais en astrophysique me faisaient dire mais waouh, waouh, on était très Ouais, mais très loin. Déjà rien qu'avec les Alors, rudiments, attends, on le voit. Alors imaginez Nicolas qui est en planétologue. Voilà. Non, mais Il va hurler. je nuance du coup avec ça. Je sais pas si Vegarou est là, mais en tout cas, je nuance. Euh, la manière dont un film est vendu, ça ne dépend pas forcément des créateurs du film eux-mêmes. Oui. Ah oui, tout à fait. Ça c'est Ça dépend pas des réalisateurs. Donc, ça c'est quelque chose d'ailleurs, je vais le dire pour les gens qui sont dans le chat parce que c'est aussi important. Les bandes annonces que vous voyez au cinéma, ce ne sont pas les réalisateurs qui les font. Ce sont les équipes de com. Donc Ah, ne mais vous par plaignez exemple- pas quand on vous dit que quand une bonne annonce vous a spoilé un film ou quand c'est des équipes de com qui font ça. par exemple, le tout Nouveau Testament dont on parlait au début, c'est vendu comme une grosse comédie, mais d'après ce qu'on m'a Non, dit, non. d'après ce que je sais Ce du n'est pas le réel, ce n'est pas du tout. Dans ma mais salle de cinéma, il y a des gens qui ont dû croire que c'était une comédie, ils sont partis au milieu parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. Moi, je me Oui, suis oui. fait avoir. Je crois que c'était une comédie et j'ai quelques petites larmichettes parfois parce que bon, c'est quand même émouvant comme film. Ouais, bref. Bah t'avais aussi Donc, c'est vrai que il y a c'est une bande annonce problématique. qui m'avait flingué, moi ça avait été on est très loin de la science-fiction encore une fois, c'est Inglourious Bastard de Tarantino où le mec avait mis tous les coups de feu du film dans la bande annonce. Mais tous quoi, ils y étaient tous. Oui, Tu la faisais, bande-annonce qui raconte le film dans le désordre, quoi, en fait. voilà, et du coup tu faisais ok d'accord, ils ont enfin alors que c'était pas de ça du tout, le film est pas du tout axé là-dessus. D'action, quoi. Voilà, mais bon, les mecs ils s'étaient dit bah Tarantino c'est des flingues, on va mettre ça quoi. Ouais, Tarantino, c'est des flingues, il a fait Kill Bill, il y a des besties. Voilà. Mais le fait est que le film, comme Gravity, a une esthétique, une approche qui tend vers le réalisme, de toute façon. Oui. Sentiment. Moi, j'ai Voilà. moi, en Par tant le- que la spectateur, en tant que spectateur, moi, je suis pas du tout, enfin, je suis scientifique, mais je suis pas expert de ça. Moi, j'ai tout pris au premier degré, hein. J'ai tout gobé. Je me suis pas rendu compte. Tu t'es fait avoir. Bah, j'étais mon client. C'était assez bien pour moi pour que je vois pas trop de ficelles. Et du coup, en dehors d'un moment donné où tout à l'heure on l'a évoqué, je vous laisserai pas en parler, où on a un personnage qui pouf qui disparaît. En effet, c'est bizarre, bon voilà. Mais à part ça, moi, par rapport à mon bagage à moi, ça marche. Mais du coup, j'ai justement raté plein de choses. Alors, quels sont les trucs où vraiment c'est dommage qu'ils aient raté quelque chose? Bon, déjà, quand ils attrapent des satellites lancés en orbite autour de la Terre, tu fais wow. Enfin, Ouais, c'était ça va très vite. ça va quand même assez Ça vite. va. Hein. Ça va à plusieurs milliers de kilomètres heure. Hein. Tu attrapes pas la main. Hein. Sinon, t'as un gros souci. Oui, mais eux-mêmes se déplacent. Eux-mêmes se déplacent à grande vitesse, effectivement. Ouais, ils sont mais alors, obligés, justement, sinon le ils truc, peuvent c'est pas que rester s'ils en se orbite déplacent à avec, grande avec, vitesse, ils devraient pas rester sur la même orbite. Exactement, s'ils changent de vitesse, ils changent d'orbite également. Ça, c'est la troisième loi de Kepler, qui dit que du coup, la vitesse à laquelle on orbite autour d'un corps dépend exclusivement de notre altitude. Et c'est tout. C'est comme le pendule qui oscille par rapport à la longueur du fil. Le pendule de Foucault? Bah, Non, attends, j'ai pas entendu la fin en fait. Pour expliquer aux gens que un pendule, la longueur de sa période dépend uniquement de la longueur du De fil. la longueur du fil. Oui, effectivement, c'est une bonne analogie. C'est une assez bonne analogie, effectivement. Donc, voilà, donc déjà par rapport à ça, en effet, du coup, ça fout un peu en l'air l'histoire et ils étaient bien obligés. Les trois débris qui font le tour, enfin les trois vagues de débris qui font le tour de la Terre, c'est les mêmes satellites, les mêmes débris qui vont pas à la même vitesse. Soit il fallait se placer dans un monde fantastique pour que ça arrive, soit il fallait se placer dans un monde réaliste et puis trouver une autre solution. Bah, en gros, pour les gens que ça intéresse, on peut les renvoyer vers votre vidéo parce qu'elle est très complète sur le sujet, hein, sur tous les défauts par rapport à la crédibilité scientifique de Gravity. Et il y a à peu près tout, je pense, dans la vidéo. Donc, redites-nous le titre de votre vidéo. Merci. Ouais. Je vais mettre le lien dans le chat directement. D'accord. Sachant qu'on montre aussi bien les points qui vont pas que aussi les points qui vont. Même si au final on trouve qu'il y en a moins, à notre avis, on les présente aussi. Moi, j'ai vu une île de Grace Tyson qui était un vulgarisateur qui avait parlé de ce problème d'orbite, que les satellites qui frappent la station ne sont pas du tout à la même orbite que la station. Donc, en effet, dans le monde réel, ça ne sera pas possible. Effectivement, ce serait pas possible. Après, le gros problème de Gravity, comme on l'a dit, ça a été la façon avec laquelle il a été vendu. Il a été vendu, comme on l'a dit, comme un film Mais ultra réaliste. pas et seulement. résultat,
Oui, Parce que le non, film se excuse-moi. veut en lui-même réaliste, donc même si on le sort de son contexte, Voilà. on- C'est ça. Dans la manière dont il est réalisé, parce que la technique utilisée du plan séquence quasiment en continu est, est le meilleur moyen pour l'immersion en fait. Enfin, Ouais. c'est du court à la base. Enfin, là, je trouve pas dans ce film-là que c'est très réussi, Non. mais à la base, c'est un des moyens les meilleurs. Non, Et pas moi, pour l'immersion. T'as raison. Je me suis mal Ouais, exprimé. pour l'immersion, Moi, non. Pas pour l'immersion. moi Pour le qui suis réalisme, pour- à l'arrière, mais. Voilà, pour une sorte de forme de complètement, réalisme, parce que t'as l'impression que c'est du reportage finalement, parce que t'as pas de coupure. T'as l'impression que c'est vrai tout ce qui se passe. T'as pas de montage quoi finalement. En fait, t'en as un, parce que c'est tout fait par ordinateur. Oui, voilà, et c'est clair que Gravity, quand on te dit ouais, Gravity, plan séquence super, quand tu sais comment il a été tourné, tu fais non, mais attendez, mec. C'est bon, quoi. C'est pas comme si le mec il avait tourné ça dans les années 60 avec qu'une seule caméra. Là, le gars, il fait tout en motion capture. Au final, c'est un film d'animation. C'est comme si on s'émerveillait que dans un manga, dans l'animé, il y a un plan séquence. Bah non, ça marche pas pareil. ça quoi. pourrait être très beau. Ça reste un gros travail de mise en scène quand même. Ça, c'est un gros travail, Voilà. si tu veux. Mais c'est pas, enfin, c'est pas aussi puissant C'est pas une prouesse qu'on aimerait nous technique faire à l'heure croire. actuelle. À l'heure actuelle, Prouesse c'est pas une prouesse de présentation du film. Oui, voilà. Mais en C'est soi, pas une prouesse moi, technique de cinéma, mais c'est une prouesse technique quand même visuelle. Quoi. et bon, moi qui suis pourtant habituellement le plus critique de tous, hein, sincèrement, le plan séquence, techniquement, il vaut ce qu'il vaut. Je trouvais que ça marchait bien pour poser l'ambiance. Et en termes d'immersion, moi, je l'ai trouvé très efficace. Et c'est extrêmement lent, extrêmement pesant. Enfin, j'ai pas de critique moi, artistique à poser. Voilà, après, L'ambiance y est, c'est sûr et certain. Niveau artistique, moi j'en ai plusieurs, mais bon, c'est pas le sujet là. voilà, C'est encore autre chose. c'est vrai. Voilà, voilà. Au-delà des orbites, et donc du choc entre le satellite et la station qui est le point de départ de l'enjeu du film, est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on nous vend comme étant réels et qui trompent les gens? Voilà, la mort de Clooney. La mort Alors, de Clooney. Ah, la chose dont il ne fallait pas parler, c'est ça. Oui, voilà. Oh, le spoil, pardon. Oh, on s'en fout. Allez. Mais effectivement, vu qu'il tombe vers le haut, moi j'ai essayé de sauter d'un mur le jour d'après, je ne suis pas tombé vers le haut, donc voilà, il y Tu a t'es blessé ce jour-là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu avais un petit muret. Expliquez-nous ce qui se passe dans la scène pour qu'on comprenne pourquoi ça ne va pas. Alors, en fait, techniquement, le moment où George Clooney, bon, je vais essayer de remettre le contexte comme il faut. Au moment de la mort de Clooney, en fait, donc Sandra Bullock et George Clooney sont rattachés à la station spatiale via un fil qui est Les fils accroché du au parachute. pied de chacun d'entre eux, les fils du parachute, voilà. Et il s'avère qu'à ce moment-là, les deux personnages sont totalement immobiles par rapport à la station spatiale, qui elle-même se déplace autour de la Terre à une vitesse d'environ 28 000 km/h. Ce qui veut dire qu'en fait, les deux personnages et la station spatiale sont tous les deux en orbite autour de la Terre. Or, à ce moment-là, la seule force qui s'applique aux trois personnages et à la station spatiale, c'est la gravitation. C'est la gravitation provoquée par la Terre qui est dans leur voisinage, en fait. Et du coup, le moment où la corde lâche, étant donné que George Clooney est totalement immobile par rapport à la station spatiale, bah, il doit continuer à rester immobile par rapport à la station spatiale. Il n'y a rien qui le pousse vers le haut, il n'y a rien qui l'attire. Enfin, à part la Terre, il n'y a rien qui l'attire. Donc, soit il reste immobile par Pourquoi rapport à il la tient pas station. sur ce putain de câble? Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Pourquoi il tient pas sur ce câble? Qu'est-ce qui se passe dans sa... Non, je vais mourir. George, reste là, merde! Ah, moi, la première fois que j'avais vu le film, j'avais cru, en fait, je l'avais interprété, j'avais cru que Sandra Bullock était retenue par le câble, et que George Clooney ne l'était pas, donc c'est pour ça qu'il tombait. Mais en l'ayant vu, je m'étais rendu compte qu'ils avaient été les deux retenus par le câble, c'est seulement après que George Clooney l'a lâché, et donc du coup, bah, il n'était pas censé tomber. Ouais, il reste immobile à côté de la station, ou alors, au pire, si on veut vraiment le faire crever, on le fait tomber vers la Terre. Vraiment, mais dans ce cas-là, il tombe très lentement en faisant plein de tours, une espèce de spirale qui se Même en referme. exagérant, il faut que ce soit vers la Terre, Voilà, et pas il faut vers que le ce soit vide de vers la Terre, l'espace. et enfin, D'accord. il meurt pas, quoi, c'est pas possible. Il y a Bruce Dicor qui dit un truc très intéressant. Pourquoi Kowalski doit expliquer les effets du oxygène à un médecin? Parce qu'elle stresse, elle est pas, voilà, Ouais. elle est dans le stress. On peut Oui, trouver, bon, si ça, c'est des questions mais non. pratiques, on peut trouver des petits trucs avec Oui, de c'est la vrai. bonne mauvaise volonté, on peut réussir à justifier. Ouais, C'est vrai. Il faut bien que les scénaristes donnent des infos au public pour qu'ils suivent ce qu'ils veulent dire après. Ouais. Ça, c'est... Ouais, mais dans ce cas-là, autant le donner au médecin. Autant que ce soit le médecin qui dise. Qui disent je manque d'oxygène, j'ai des visions, je sais pas quoi, voilà. Ouais, mais Oui, comment voilà. dirais-je, enfin, je trouve que c'est pas mal justement qu'ils aient le culot que ce soit l'autre qui dit ça au médecin en sachant qu'elle le sait. Ouais. Mais sachant qu'elle est dans une vision, pourrait- donc techniquement ça- c'est elle qui se le dit à elle-même. Voilà, en plus. Bon, sincèrement là, Ah oui, c'est vrai. c'est pas Ouais, une bonne c'est- remarque comme je pense. Là, c'est une incohérence scénaristique, donc bon, c'est Oui, pas. Ah bon.
En tout cas, c'est pas ce que nous on traite avec enfin, Oui, oui. Tentative. C'est vrai que c'est mal présenté, mais on peut toujours trouver un truc. On peut trouver que c'est possible. Et donc voilà, donc, en dehors de ce passage où on a ce personnage qui est éjecté pour des raisons qui nous échappent, et de l'arbitre qui n'est pas respecté, est-ce qu'il y a d'autres? Parce que voilà, mais ça on peut dire que ces deux éléments qui scénaristiquement étaient importants pour qu'il se passe quelque chose. Oui. Alors On était obligé de faire une enfin, de les Après, accepter. peut-être que si on avait eu au scénario un vrai scientifique, entre guillemets, quelqu'un qui carrément, il aurait pris autre chose, mais il fallait bien qu'à un moment donné, les gens partent de quelque chose. Oui, mais ils auraient pu trouver une autre solution, quoi, aussi. Je suis d'accord, mais c'est vrai, c'est un vrai défaut. Franchement, Mais en dehors de ça, 15 millions de façons de mourir dans l'espace, quoi. C'est un endroit un petit peu dangereux. Non, mais concrètement, Gravity, scénaristiquement, il est pas super abouti, quoi. Est-ce que Après, il n'y a pas besoin qu'un film soit. Enfin, on va pas partir après. Est-ce qu'un film doit avoir un scénario compliqué ou pas? Sachant que Gravity, c'est pas un film à scénario, c'est un film d'ambiance, c'est un film de survival. Voilà. Donc elle est posée. Qui a dit C'est normal. compliqué? J'ai pas dit compliqué, j'ai dit abouti. est-ce que c'est pire que Mission to Mars? On l'a pas encore Voilà. Mission to Mars, en fait, il y a juste un truc qui m'a chagriné rien que dans la bande-annonce, c'est que le moment où l'équipage doit se barrer de Mars en toute urgence, c'est parce qu'il y a une grosse tempête de sable, un gros tourbillon de sable qui passe au-dessus de l'équipage, qui doit donc du coup s'enfuir en vitesse. Et à ce moment-là, on voit Matt Damon qui s'envole. Et non, enfin ça c'est pas possible non plus. Il y a Matt Damon? Non, attends, on parle de Mission to Mars, celui de Mission to Mars, pardon, je confonds avec The Martian. Autant pour moi. Celui-là, on l'a vu, Mission to Mars. Ah, tu l'as vu, moi non. Faut qu'est-ce qu'il y a à dire sur Mission to Mars, à part que c'est encore un délire déiste à moitié. Bon. Oui, avec le visage, etc. Voilà. Ouais. Je peux dire que quand même, Gravity, il me semble, est rangé dans la catégorie des films qui se rapprochent quand même d'une démarche qui est plus respectueuse de loin, qui serait, voilà, au moins dans les réactions des personnages, ça me paraît plus logique. Ouais, mais Bah, après, si tu veux un film de où, l'histoire. Si tu veux un film où vraiment tu vois des gens réagir dans l'espace face à une catastrophe, tu regardes Apollo 13. Voilà, Ah oui. Apollo 13, oui, c'est un meilleur exemple, effectivement. Pour le coup, c'est Voilà. vraiment historique. Ouais, c'est vrai. Ah là, pour le coup, tu hallucines un peu quand tu vois les mecs. Ah, oui, pour moi, c'est un des meilleurs films sur l'espace parce que Ah vraiment, oui, oui, oui. Bah là, pour le coup, c'est tu vois bien que réaliste. c'est pas de la science-fiction et ça fait encore plus peur que des trucs de science-fiction, quoi. Finalement. Ah ouais, Ah, bah, c'est... On est dans cette zone où c'est réel, quoi. Donc forcément, on est plus Ah, proche des quand choses. ils se prennent les poussières et que ça traverse le vaisseau, oh putain, c'est le flip. C'est le flip. Alors, est-ce qu'on passe attendez, On passe au dessert. On passe au gros morceau. Juste un dernière petite chose à aborder tant qu'on est encore dans Gravity parce qu'il Ouais. met vraiment en évidence ce problème-là qui souvent n'est pas respecté. C'est l'existence de ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité, Ah oui. qui consiste à prévenir le spectateur qu'il va regarder une fiction ou quelque chose d'absolument fantasque et que du coup lui demander gentiment de mettre de côté tout ce qu'il connaît sur les lois de la physique ou sur les lois de la biologie, histoire de ne pas être surpris par ce qu'il va voir. C'est de l'honnêteté. C'est de l'honnêteté, effectivement. C'est important. Typiquement, critiquer un film parce que quand on tire sur un écran numérique qui fait de la neige, c'est de la merde. Voilà. Hein. C'est-à-dire que c'est une convention graphique. Quand tu tires sur un écran, il doit faire de la neige. Hein. Voilà. Mais oui, pour C'est un exemple comme visible. tant d'autres. que tout le Voilà. monde soit d'accord avec ça. Quand on tire sur une voiture, elle explose aussi. Voilà. Voilà, exactement. Ouais, Mais et les du gens- coup, et quand on éternue dans l'espace, ça fait atchoum. Voilà. C'est ce genre de convention qui marche dans tous les films depuis. Chacun a donné depuis son les exemple, qui ne l'a pas encore fait. Toi. Un vaisseau dans l'espace, ça fait du bruit. Bon, Voilà. mais films. Ça explose, ça perd du non, feu. Waouh. juste Voilà, je juste crois qu'on a compris. pour revenir là-dessus, c'est important. Ce soir, on critique beaucoup. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que on n'est pas là pour démonter de manière absolue et qu'un film, ça doit être avant tout un spectacle. C'est un show, c'est un divertissement. On en Donc, ça, parlera à la fin si vous ça, voulez. ouais, On ouais, parlera c'est- de ce côté-là à la fin. Ouais. Et ça, il faut l'accepter. Mais voilà, du coup, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument que le film ou la série réplique la réalité. Mais on en parlera en effet à la fin. Je pense que c'est ça. Conclusion intéressante. Il faut au moins qu'il soit cohérent avec l'univers qu'il s'est lui-même créé. Voilà. Si même là, ça marche pas, dans ce cas-là, le film s'effondre sur lui-même et on peut même pas rentrer dedans. Et par exemple, on peut avoir des films de fantasy qui sont parfaitement cohérents. Totalement, totalement, ça existe. Je ne connais pas. Star Wars.
Star Wars, qui est en effet un film de fantasy dans l'espace. Je sais que des gens vont hurler, mais bon, c'est. Non, non, c'est de la Space Fantasy. Il est cohérent, il est cohérent. De ce point de vue-là, Est-ce avec que, voilà, est-ce qu'on peut dire juste deux mots de Star Wars? Parce que voilà, je sais qu'il y a une petite bataille, des gens qui considèrent que c'est de la SF, d'autres qui considèrent que ce n'est pas de ça la dépend SF. de la. Eh ben moi, je considère que c'est de la SF dans le sens où il y a de la technologie, mais effectivement, dans le sens où il y a les Jedi qui étaient dans le mystique, oui, ça se rattache à la fantasy. Mais ça, c'est le principe de. Il y a pas de case en fait. Suivant C'est la de la définition fantasy. qu'on a, Il y a une ça case. fonctionne. La science fantasy et même c'est même Ah, du très space bien. fantasy. Ça existe. Oui, Comment c'est de La science fantasy et space opéra pour les anciennes classifications. c'est ça. Space opéra mélangé Voilà. avec. Mais ouais. Bah, du coup, space opéra pour certains, c'est considéré comme un sous-groupe de la science-fiction, donc c'est pour ça qu'on peut le considérer que ça s'y rattache. Voilà. Et ça se rattache à Mais- des aspects de la science-fiction, sur le fait qu'il y a de la technologie et des extraterrestres. Juste pour vous dire pourquoi pour moi ça n'est pas de la SF, parce que la SF, par exemple comme Dune, ce serait de la SF, ça pose des questions, et il y a vraiment dans la trame scénaristique, etc., dans l'univers, ça pose des questions qui ont rapport avec la science, avec ce qu'on sait de l'univers. Dans Star Wars, on est vraiment dans La fantasmagorie. Oui, c'est le voilà, décor. le Jedi, le machin, Les planètes et la typiquement, technologie, c'est le décor du film. voilà, c'est la table ronde dans l'espace. Mais en fait, concrètement, la science fantasy ou la space fantasy, c'est vraiment le pur mélange des deux. C'est-à-dire C'est ça. que, Oui. que tu peux pas vraiment définir si ça appartient plus à l'un ou à l'autre, en fait. Exact. Et donc il faut pas regarder ça avec un œil critique scientifique. Ça ne sera Non, pas non, bon. On est ça n'a d'accord. pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, il y a des critiques sur la politique, mais il n'y a pas de critiques sur la science. Mais du coup, il y a quand même une critique sur notre société et Oui, ça mais rentre dans le cadre de la science-fiction, du coup. Il y a une réflexion sur le monde qui nous entoure. Ouais, légère. Mais ça c'est comme tout à Non plus que légère, hein, ça dépend des avis. Oui, oui, oui. Ça dépend si tu parles de la prélogie ou de la trilogie. Déjà. Il n'y aura pas des épisodes prévus sur Star Wars dans vos chaînes bientôt? Mais si, Voilà, si. bon. Ce sera le moment peut-être de refaire un live pour parler de Star Wars. Est-ce que Star Wars est de la SF ou pas? Mais justement, ce sera abordé dans le truc, mais bon, en gros, je Ah. dirais ce que je dis là, donc ça va être difficile. D'accord. Est-ce que on passe à Gros morceau. Voilà, quelqu'un Allez. peut nous. Monsieur de Luc Besson qui date de 2014 ou 15? 14? 14. Donc, Voilà. ça va être tout simple. On va vous renvoyer sur mes deux vidéos et sur l'article. Et sur Ah, bah, l'article. on va reprendre les phrases de quelqu'un, on va dire putain, moi à la fin du film, j'ai senti un liquide couler sur la joue et c'était du sang, quoi. C'est ça aussi. Ouais. Oui, donc moi j'ai rédigé un article là-dessus sur la Blasterist. L'article est très long, donc voilà, et donc Loïc, tu dis que vous avez fait deux vidéos dessus. Oui, on a fait donc une première vidéo et une deuxième où j'affine certains aspects qui avaient été apparemment mal compris par des gens qui m'ont globalement insulté, n'est-ce pas? Quand on critique, évidemment, on se fait toujours. Ouais. Donc c'est comme on disait, on critique l'œuvre a le droit d'exister et le cinéaste est libre. Après, s'il est pas cohérent, il est pas cohérent. Est-ce que chacun peut citer le point du film qui l'a le plus dérangé à tour de rôle? Et puis si c'est le même, bah, vous en prenez un autre. Je pense qu'il y a de quoi faire. Naldi. Je commence? Vas-y. Vas-y. Alors, le point qui m'a le plus dérangé, personnellement, c'est plus le fait que, effectivement, le truc de départ, cette idée de départ, elle est fausse, mais ça, c'est pas très grave. Je veux dire, dans plein de films, on a des idées de départ qui sont fantasmagoriques, quoi, c'est pas grave. Alors, l'idée de problème, départ, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que les humains utilisent uniquement 10% de leur cerveau. Voilà. Donc, cette idée est fausse. C'est une idée reçue. C'est ça un des premiers problèmes qui m'embête. C'est qu'il utilise une idée reçue, en fait, des gens qui l'entretiennent quelque part, ce truc-là. Le problème par rapport à ça, c'est qu'il accentue le fait d'entretenir cette idée reçue. Surtout Alors, avec le personnage de Morgan Freeman. Voilà, surtout avec Il le accentue personnage de beaucoup. Morgan Freeman, il entoure en fait tout le film par des choses qui sont vraies ou disons considérées souvent comme vraies ou disons connues par le grand public également et acceptées comme vraies par le grand public. Par exemple, je sais pas moi, il parle à un moment donné de l'évolution par exemple. Voilà. Donc, Oui. globalement, l'évolution c'est globalement accepté quand même par le grand Avec les public. beaux clichés sur l'évolution de l'homme au sommet de l'échelle. Voilà. Il n'y a rien beaucoup à dire. Mais globalement, voilà, ils abordent à peine certaines thématiques que les gens donc, connaissent et ont déjà acceptées. Et du coup, le fait de placer au milieu un truc faux que les gens connaissent déjà et pensent que c'est vrai, bah, du coup, ça entretient encore plus
Voilà. Alors que en plus, je trouve ça très simple de dire un truc vrai ou de partir sur un truc fantasmagorique dès le départ, en disant par exemple, nous n'utilisons que 10 ou 15, je crois, de notre capacité cérébrale en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, faudrait expliquer, là, enfin, on va rentrer dans les détails, mais en fait, on utilise tout notre cerveau, on utilise 100% de notre cerveau, mais jamais en même temps, un tour de rôle, quoi. C'est comme une maison dans laquelle on passe, on allume la lumière dans certaines pièces, on passe dans toutes les pièces, mais toutes les pièces ne sont pas allumées en même temps. Voilà, c'est une bonne analogie, ouais, parce qu'effectivement, quand on lit, on n'active pas forcément les mêmes zones du cerveau que quand on fait du sport, par exemple. Et donc, bien entendu, les hommes encore moins, puisqu'ils ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Donc ils pourraient utiliser, en fait, ils auraient pu partir sur l'idée qu'en fait on utilise que ces 15% en même temps, mais que cette drogue a créé des ponts en fait entre toutes les zones et que ça utiliserait toutes les zones et que ça créerait des sortes d'électromagnétisme. Enfin, je ne sais pas. Enfin, et ça aurait permis que le film parte en cassant le mythe déjà. Parce que là, moi, j'ai parlé avec des élèves de 4e il y a peu de temps, ils sont persuadés qu'on lui dise que l'innovation du cerveau. Ils sont convaincus que c'est vrai. Il faudrait dire non. Et oui. Alors que le film aurait pu servir à ça, et l'histoire aurait pas été changée, tu as raison de le dire. C'est ça, ça n'affecte rien, tu rajoutes 3-4 mots, quoi, une petite explication à un endroit, et ça n'ajoute vraiment pas, c'est pas plus compliqué, le film il n'empathie pas, le spectateur il apprend quelque chose, enfin, voilà quoi, je veux dire, à un moment donné au niveau de la démarche, il y a des questions à se poser, quoi. Et voilà, c'est vraiment le point de départ du film, la manière dont c'est présenté. Si le pitch c'était une femme prend de la drogue, développe des pouvoirs surnaturels et se transforme en clé USB, ça aurait été très bien. Mais là, le fait que ça parte d'un mythe, que ça le propage, que ce mythe en particulier soit même dangereux pour la société, Et après, en poussant un peu, moi, enfin, ce que j'avais relevé dans la vidéo, et Mendax aussi, il me semble, dans ton article, tu en parles, tu l'abordes à un moment donné, c'est le côté déshumanisé, c'est-à-dire que au plus elle devient intelligente, au plus elle développe ses capacités, me dérangeait plus. Ouais. Au plus, en fait, au moins elle devient humaine, quoi, finalement. Elle se déshumanise totalement. Et quelque part, ça fait peur. Et je trouve plus c'est intelligent, plus ça devient une grosse connasse. La réflexion sur la robotique, là, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça renvoie une image, en fait, aux gens. Tu te dis, oula, mais j'ai pas envie de devenir intelligent, quoi, au final, quoi. Tu vois, c'est un truc ça entretient une espèce de culte de la bêtise, du coup. C'est un peu ce que je défends comme idée dans le film. Après, ça c'est assez personnel comme vision, mais voilà. Johan, toi, quel est l'élément qui t'a le plus choqué, énervé, embarrassé? Enfin, je veux pas dire, mais quand tu deviens super intelligent, tu deviens carrément. Tu peux télékinèse, c'est ça? Tu peux bouger les gens à distance. C'est connu. Télépathe et tout. Alors, tu fais, non, mais c'est pas intelligent, c'est justement qu'elle utilise tout son cerveau, c'est-à-dire que y a des choses qui se créent, voilà. Oui, voilà, c'est paranormal, quoi. C'est le jour où on va évoluer, on sera capable de faire ça. C'est pareil, c'est dangereux, quoi. C'est nimp, quoi. Enfin, on retrouve ce genre de choses chez Raël, quoi. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est des choses qui sont utilisées effectivement dans les sectes, etc. Ce qui m'ennuie, c'est la confusion totale, complète, à 100% entre intelligence et connaissance. Sous prétexte que son cerveau fonctionne mieux, elle connaît le chinois. Oui. Et c'est la négation totale de ce que c'est que de travailler sur soi pour apprendre des choses. C'est la négation totale de ce que c'est que l'apprentissage. Ce film est contre l'intelligence et contre l'apprentissage et contre. Enfin, c'est la négation totale du message que c'est censé. Après, je suis même pas sûr qu'il y ait un message dans ce film. Franchement, on a. Voilà, c'est Besson, quoi. Faut arrêter les mecs, quoi. Le gars, il est con comme un manche, quoi. Il utilise que 10% de son cerveau. J'aimerais être aussi. Après, derrière, il a inventé un petit blabla intellectuel pour le vendre auprès des médias français, parce que nous, on adore ça. Mais après, franchement, ils sont contre fous, quoi. Le mec, on lui a filé, c'est Universal, lui a filé 12 millions pour faire une petite série B qui puisse vendre de partout dans le monde, même aux Chinois. Le mec, il a fait ça. Et c'est ça qui arrive. Après, derrière, le mec, il met son petit pitch pseudo-intellectuel à la con qui veut rien dire. Mais alors, attention, parce que j'ai vu une interview de Besson qui s'en fait plus mais dans la télé, et il en avait fait une sur la 2. On m'en avait parlé, du coup, après Lucie, et du coup, j'ai téléchargé. Le mec, quand même, il dit il est en train de bosser sur Lucie, donc il est en pleine post-production. Et il dit voilà, je travaille sur mon prochain film. Voilà, bon, c'est un film sur l'intelligence. Hein, alors, bon, c'est vrai que comme je suis pas trop intelligent, ça m'a pris du temps à l'écrire, un truc comme ça, il dit. Donc, c'est bien, il est voilà, non, mais c'était sur la forme de la boutade, quoi, quand même, tu vois, c'était pas très sérieux. Mais
Ce qui me gêne, c'est qu'il considère qu'il a écrit un film sur l'intelligence, en fait. C'est gênant, quoi. Mais, moi, j'ai rien contre lui, hein. C'est pas un procès contre Besson, mais il y a un J'aime bien problème. ce film, hein. Il y a un problème avec ce film-là, et il y a notamment un truc qui est quand même vachement grave. 40, 50, 60 millions de dollars d'investissement, pas un seul relecteur pour lui dire ah non mais tu t'es trompé, la vie elle est pas apparue il y a 1 milliard d'années. Bordel de merde. Il n'y a pas oublié ce un détail, blaireau c'est avec clair. bac -12 pour lui dire que c'était pas le bon chiffre. Je suis atterré. Et alors, du coup, quand j'ai fait ma Ça vidéo, manque cruellement de. j'ai Pardon, vas-y Loïc. de me sourcer pas mal sur ce qu'avait dit Besson, etc. et tout ça. Et le mec, il a lu des bouquins et il a fait appel à des scientifiques, quoi. Oui, pareil. Non, mais attends. Mais tu sais pas, mais si, mais le truc c'est C'est que les frères tu sais pas, Bogdanov, les tu sais pas ce qu'ils Et Elisabeth sais pas ce qu'ils ont Tessier. fait en fait. Tu sais pas ce qu'ils ont fait en fait les scientifiques concrètement. Il a fait appel à eux, mais c'est pas Non, pour puis faire. même, c'est pareil. Mais en fait, Il y a, le truc, il y a c'est que tu les demander vois- l'avis des scientifiques et puis les écouter, tu vois, c'est deux choses différentes aussi. Hein. Non, ils te les montrent dans les trucs de production là, comment ça s'appelle, les trucs de pub du film. Ah merde, comment ça s'appelle la campagne promotionnelle du film, voilà, merci, merci moi-même. Attends, service. Dans la campagne promotionnelle du film, tu vois des extraits où tu vois ces scientifiques qui parlent et qui disent genre oui, c'est vrai que le cerveau est capable de choses exceptionnelles. Et pouf, en fait, il dit que ça, quoi. Et du coup, c'est mis au milieu de blabla à la con Pseudo-scientifique. qui est dans le film, qui est dit par Morgan Freeman. Et c'est accolé à ça, quoi. Tu dis putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, on en revient au fait que le film est mal vendu, quoi, du coup. Mais Mal conçu aussi. Non, du coup, Mal je suis vendu, d'accord. surtout, ce qui est le problème de la plupart des 3 films dont on vient de parler, là, Interstellar, Gravity et Lucy, ils sont généralement Même dans leur tous mal conception, vendus. l'introduction de Lucie, elle est quand même exactement la même chose. Ouais. Il n'y a pas de phrase, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de phrase qui dit attention, ceci est un mythe. Il y a une phrase qui dit ceci est réel. Oui, Oui, il y a une après- phrase qui dit la vie est apparue il y a 1 milliard d'années, et on nous le ressort à la fin, quoi. 2 fois. Enfin, Après, concrètement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui pensent que parce que tu développes tes capacités cérébrales, tu arrives à faire tout ce qu'elle fait. Mais bon, Ah oui, il y en a énormément qui le pensent. Hein. que tu voyages dans le temps et tout, je suis pas sûr. Hein. Bah, disons que la croyance, Peut-être à la limite, ouais, mais le reste. la croyance dans l'effet psy existe dans le monde réel, et dans les sectes en particulier, il y a des gens qui croient qu'il y a des gens qui reçoivent des messages de l'au-delà ou des extraterrestres, etc. Il y a à l'échelle du monde des millions de gens qui croient ça. Ce Oui. film sera vu par des millions de gens qui vont jamais entendre notre émission. Et De vrai. donc, ça, c'est il y a- triste. RT, c'était triste, quoi. Ah ouais, je vous en prie, partagez. Mais enfin voilà, au-delà de nos personnes à nous, ce film, il propage, il contribue à une sorte de déni de la réalité qui est déjà présente et on n'a pas besoin de ça, quoi. Enfin, à titre personnel, ce film fait du mal à mon humanité. Voilà. Je suis scandalisé. Alors que Gravity, c'est moins grave en termes de Oui, et puis conséquences. même Interstellar, hein, finalement. Personne va devenir, enfin, peu de gens vont devenir astronautes, du coup ça gêne moins de gens que ces erreurs soient propagées. Alors que des gens qui vont prendre de la drogue, il y en a beaucoup plus. Ouais. Et oui, exactement. Les gens qui achètent le livre de machin, j'avais vu ça dans une librairie, nous utilisons 5% de notre cerveau, voici 113 méthodes pour améliorer votre... Enfin, ça, c'était horrible. Il y a Alors, on a parlé de la- l'économie de masse autour de ça, Pardon. quoi. On a parlé plus ou moins de la bioéthique, mais du coup là on arrive à l'éthique d'une œuvre ou d'un film, quoi. Est-ce que voilà, est-ce qu'un film est là pour éduquer? Moi c'est beaucoup le truc qu'on me dit en défense de Lucie ou d'autres. Un film n'est pas là pour éduquer, ni même forcément pour faire réfléchir. C'est là pour voilà, ça peut être simplement là pour divertir. Point barre. C'est juste la prétention de Lucie, effectivement. C'est la prétention de Lucie, Ouais. c'est juste de divertir. Point. Vu l'heure qu'il est, on va conclure là-dessus. Est-ce que, je vous laisse justement, rebondir sur ce que vient de dire Loïc, qui me semble important par rapport au thème général de l'émission. Est-ce que le rôle d'une œuvre, c'est de servir la science ou pas du tout? Ou je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? De servir l'explication ou la critique de la science, l'un, Oui, l'autre, ou les deux. Quelle est la portée didactique d'une œuvre cinématographique finalement? Par exemple. Je crois. Est-ce que ça vous Ça- inspire une réflexion? Excuse-moi, j'ai pas écouté parce qu'on parle en même temps. Je disais, voilà, est-ce que dans le rapport science-fiction, est-ce que l'œuvre, bon, en particulier, on a beaucoup parlé de cinéma assez peu de séries, est-ce que les œuvres ont une responsabilité? Est-ce qu'on doit leur en accorder une? Est-ce qu'elles doivent jouer ce rôle-là
de lien entre le réel et, Ben, et les gens. Le problème de se poser en tant qu'œuvre qui peut avoir une responsabilité, ce qui peut être le cas parfois, le problème c'est que du coup ça en arrive à l'autocensure, quoi. Bah, À un ça dépend moment parce que, par exemple, une œuvre comme Star Wars, ou comme Dune, même parce que Dune, comme Julien l'a dit dans les commentaires, est un peu affilié aussi à la fantasy. Si tu places le cadre au point de départ en disant voilà, ça c'est la pure fiction et que tu ne joues pas avec les codes qui disent que c'est vrai, tu es totalement libre. Mais c'est pas ce qu'ont fait les 3 films dont on a parlé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Juste, je me fais l'avocat du diable. Non, mais en fait, voilà, moi je pense que tu dois rester totalement libre de ce que tu fais, notamment scientifiquement, donc même moralement. Moi, je suis pour une liberté totale de la morale au cinéma, donc en plus que c'est quelque chose qu'on voit dans un cadre privé, c'est pas projeté sur place publique, donc bon. Mais par On contre, n'interdit il y pas a à un Béton. souci, il y a un souci, c'est dans l'intention. C'est-à-dire dans l'intention Voilà. et dans ce qu'on te L'intention. vend comme film. Et là, Luc Besson avec Lucie, quand tu l'écoutais, alors je pense que c'est surtout en France, parce que je te dis, aux États-Unis, ça m'étonnerait que les mecs ils aient vendu le truc en mode intellectuel. Oui, alors à mon avis, si on faisait ça et comme ça, on serait beaucoup plus capable de Mais faire des choses. là-bas, À mon avis, il n'y a pas ça du tout, quoi. Et Excuse-moi, le truc que je te disais, la campagne promotionnelle est en anglais. Hein. Bon, bah voilà. Comme quoi. mais voilà, enfin, voilà, il y a ça, quoi. Il y a ça, quoi. C'est l'intention avec laquelle on te le vend. Alors peut-être que dans 40 ans, il y aura des gens qui le verront sans la campagne de pub, ils rigoleront devant, quoi. Ils diront, Oui, ouais, c'est du grand voilà, n'importe ou ils quoi, j'y diront, crois pas ils une seule diront, ouais. seconde. Ou ils se diront peut-être que c'est de la SF aussi, enfin parce que des films de SF qui se basent sur des gens qui développent la télékinésie, ça existe aussi. Il y a un film de catastrophe, là, un film anglais Chronicles. avec non, possible qu'il il y a soit là. Chronicles, mais même un vieux film avec oh zut, un acteur français, zut, celui qui joue dans les Barbouz, tout ça. Tu vois. Ah oui, Ventura. C'est vrai, un ce film avec film. Ventura qui Ouais. parle de télékinésie et tout, quoi. Mais au fait, il a fait une espèce de film horrifique de SF, t'as le droit de faire ça, il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui l'a vendu en disant regardez, la télékinésie, ça marche, et si on se drogue, on va être tous télékinésiques. On va bouger C'est la les manière pieds. Essayez dès ce soir. Non, Non, je non, plaisante, n'achetez pas de drogue, les enfants. Ce qu'il faut, il faut critiquer, c'est la manière dont c'est fait, quoi. Voilà, c'est la manière dont c'est fait. Et dans Lucie, c'est très maladroit, très maladroit. Le problème c'est ça, peut-être gros vient problème. de quand on veut brouiller la barrière entre le réel et la fiction, et lorsqu'on veut que la Bah. fiction, ou lorsqu'on veut rendre plus réel des choses, des croyances. de manière générale. Du coup, c'est ça qu'il faut pas faire en fait, c'est de rendre plus réel des choses qui, à l'heure actuelle, ne sont pas plus réelles. Mais par contre, garder cette idée en tête que, ok, on montre quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas réel, donc n'allez pas essayer d'y voir quelque chose d'absolument cohérent, réaliste, mais Dans le dites-vous monde. mais dites-vous bien qu'un jour, ça pourrait l'être. Peut-être. Et, ouais, Ouais, par dans C'est exemple, vrai que c'est un gros dans le problème, domaine- ces films-là qui se vendent sous terme histoire vraie. Il y en avait un, pareil, j'ai trouvé grossier, absolument grossier, c'était Apollo 18. Apollo Ah non, 18, c'est à la nul, fin, ça. mais pareil, les mecs te vendent ça en mode, ouais, en parler, vous c'est savez horrible. parce que dans Apollo 18, pareil, je spoil, hein, mais comme en gros salle, Bah, tu peux y les aller. méchants extraterrestres sont des cailloux. Non, c'est des cailloux araignées. Voilà, c'est des cailloux qui se transforment en araignées et qui agressent les cosmonautes. C'est un Et, film fait par un géologue, non? Et donc, et donc, à la fin, ils sont là, ouais. Et vous saviez que la plupart des roches lunaires ont disparu, on sait même pas pourquoi. Ah ouais. Mais vous êtes sérieux, les mecs, quoi. Fascinant. Après quoi, les gars, quoi? Oui, Voilà, et il je y a sais un peu pas le côté qu'est-ce que c'est en plus de faire croire aux spectateurs, genre que le Ouais, mec, si, c'est- putain, c'est il un a peu sur le une côté place de de Calais, vouloir, il est peur, tu vois, je sais pas quel but de ce film, quoi. C'est le côté, c'est le côté de faire le côté de vouloir faire un faux documentaire. Ça peut être intéressant quand on sait que c'est pas vrai. Genre voilà, The Bay, Votre Hunter dont on va parler la prochaine fois, c'est encore une pub déguisée. On sait que c'est des faux documentaires, mais effectivement Apollo 18, ils se foutent un peu de la gueule du monde. Ils disent mais alors oui, c'est un faux documentaire, mais peut-être que c'est vrai, hein, mais c'est faux, mais peut-être que c'est vrai. Donc là, l'intention effectivement est vraiment mauvaise. Et en plus, le film en lui-même est chiant. d'accord. Ouais, mais après, ça rejoint Je sais pas, effectivement toutes les erreurs qu'on peut voir dans des films historiques ou des trucs, par exemple, je pense à The Conjuring, il y a un petit encart au tout début du film. Moi, j'aime bien le film, hein, mais au Oui, tout début du encart, film, il y a un petit encart qui dit basé sur des faits réels. Ah, ça c'est toujours. Alors, et après, t'as le over the top. T'as Roger Corman qui débarque. Donc, Roger Corman, le pape de la série B, qui là dernièrement a sorti un film qui s'appelle Terracuda contre Sharktopus, ou Sharktopus versus Terracuda. Et sur la fiche, Nanar, c'est non écrit, et sur la fiche, c'est écrit A Love Story
inspiré de faits réels. Le mec, il va jusqu'au bout, c'est génial. C'est génial. C'est Vraiment, l'éthique. là, c'est du over the top, quoi. C'est Roger L'éthique Corman. à l'état pur. Non, mais là, par contre, c'est vraiment là, c'est vraiment du foutage de gueule. Dedans, t'as un ancien présentateur du Saturday Night Live, t'as O'Brien qui joue dedans. Et en fait, c'est une espèce de machin parodique. Et ce qui est formidable avec Roger Corman, c'est que c'est le mec qui a produit pas mal de séries B qui sont d'un niveau très moyen, mais qui à côté de ça a un recul là-dessus et qui en plus de ça a quand même formé des gens comme Scorsese, Nicholson, etc. Donc c'est plutôt, c'est pas non plus un manche, quoi. Donc, c'est du nanar à regarder avec plaisir. Par contre, il faut C'est- vous arrêter parce que c'est l'heure, hein, les enfants. Mais on peut conclure en fait sur, je pense, une phrase qui est dans le chat là, par Opimedia, qui dit vous ne pensez pas pardon, je relis. Vous ne pensez pas que plutôt que de réclamer une moralité des œuvres, c'est aux consommateurs à être critiques. Bien C'est sûr. totalement juste. Il faut œuvrer à l'esprit critique. Je vous y invite tous les jours. Et oui, Et je suis d'accord à 100%. Et c'est oui, un combat quotidien. en fait, c'était un peu le thème de ce soir. C'était que C'est un peu on l'objectif. fait la différence entre le réel et la fiction. Et Les la deux fiction, peuvent s'apporter des choses mutuellement. Voilà. Sans aucun souci. et il y a juste- Par contre, après, effectivement, il faut bien faire la différence entre le réel et la fiction, et il faut se méfier des gens qui essaient de vous faire croire que un film est réel. c'est ça. En général, quand ils mettent ce site inspiré de faits réels, vous pouvez être à Ah peu oui. près sûr que c'est faux. Cet encart-là, c'est vraiment le bon exemple de ce De l'absence de bon sens. Encore que souvent, ils disent inspiré, donc ça passe quand c'est des trucs un peu réalistes, Ouais, mais quand c'est des trucs c'est fantastiques. La phrase qui veut rien Et dire, quoi. je vais encore vous couper. Et je vais vous demander un mot de la fin. Oui. À chacun votre tour. Alors, Nicolas et Arthur. Est-ce que tu as un mot à dire de la fin, Nicolas? Moi, j'ai un petit truc à Allez. dire. Alors j'ai pas grand chose. Enfin, Arthur va forcément dire des choses plus intelligentes que nous, que moi en tout cas. Je vous remercie infiniment pour cet accueil. En conclusion de ce live, effectivement, affûtez votre esprit critique, regardez un film en vous posant toujours la question de est-ce que ce que je vois est réaliste ou pas, et si le film vous prévient dès le début que non, éclatez-vous. Profitez-en. Voilà, pitez-en à fond, exactement. Arthur. Oui, alors moi, je vous remercie aussi de nous avoir fait participer à ce live, hein, mais pour terminer, je voudrais bien souligner que toutes les questions qu'on a faites, que ça ne concerne pas que les films de science-fiction. Ah oui. Effectivement, il y a des films de science-fiction qui concernent les applications. Moi, j'aime bien les films d'horreur, donc il y a des films d'horreur qui concernent les gestions du risque ou d'autres choses. Et il y a même des films qui sont réalistes, qui peuvent aussi parler de la science. Donc je vous engage à aller voir, par exemple, le film qui s'appelle The Programme, ou alors ne serait-ce que la scène où Guillaume Canet fait un discours scientiste. Ça, c'est un exemple de point qui fait réfléchir sur la science, mais qui n'est pas dans un film de science-fiction. Très bien, C'est merci bon, voilà, beaucoup. je termine là-dessus. D'accord. Yohan. Moi, je vais finir sur une citation du Nom de la rose, le livre de Umberto Eco, Et- qui dit que les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être soumis à examen. Oh, Très beau. Voilà, c'est classe. Moi, j'ai pas de citation pour la fin, mince. Loïc. J'étais en train de réfléchir, voilà, mais je ne sais pas quoi dire de plus, hein. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc j'adoube. Et ben moi je remercie tout le monde d'avoir été là ce soir, les gens qui ont participé au chat. Je remercie Gull qui s'est occupé de tout, hein, technique, et puis Ah oui, Sylvain qui a chapeauté Ouais. la mise en place de l'émission avec les invités, etc. J'ai un petit truc juste à dire, ouais, allez voir la chaîne de Gull, voilà, c'est tout. Oui, Action Sociale et Gull Horizon. Enfin, allez voir un peu toutes les chaînes des gens ce soir. Il y a des choses qui sont intéressantes. Restez sceptiques, soyez critiques par rapport à tout ce qu'on peut vous vendre. Et puis soyez curieux. Et puis revenez au prochain live. Alors, je ne sais pas quel sera le thème du prochain live ni quand ce sera. Pour de l'histoire a priori. Voilà, donc ce sera bientôt, certainement dans le courant du mois de novembre. D'ici là, portez-vous bien, on vous embrasse. Et puis une bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye, salut. Salut!